En Chine, il y a une IA qui était capable de prédire les gens qui allaient faire des meurtres. C'est les Chinois, l'IA qui prédit qui va faire les meurtres, ça s'appelle le Parti communiste chinois. C'est facile, hein. Pourquoi ce film est dans le futur ? Le délire d'un squat avec des mecs qui ont des imprimantes 3D qui se font envahir par des centres de flics. Moi, je l'ai vécu en 2021 à Aubervilliers, en fait. Tu passes Enfin, ça va l'épisode pas du 2, tout. t'as un mec qui tourne dans tes oreilles. Pédito ! Tu dis là, mais qu'est-ce que tu me fais là ? Arrête-toi ! Je trouve que Nadia Tereskevich, elle a rien à jouer, mais elle s'en sort. François Civil, je comprends pas trop ce qu'il fait là, mais. Louis Garrel, qui joue oui, le chef de la Révolution, c'est l'enfer. Genre Ouais, Kevin ouais. en Che Guevara aussi, calmons-nous. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Chien 51, 2 pianos, mais un seul Nero, c'est le programme de l'épisode d'aujourd'hui, une équation à plusieurs inconnus, Cédric Jiménez, Arnaud Desplechin et Pio Marmaille, pour une addition critique à géométrie plus que variable autour de cette table. Au cinéma, un musicien égale des problèmes. En focus du jour, on se demandera pourquoi, sur le petit comme le grand écran, les musiciens sont toujours maudits, fauchés et névrosés. Et en fin d'émission, carte blanche à Félix qui nous posera la limite, sa limite, en réglant ses comptes avec le cinéma bourgeois. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonsoir à tout le monde. Donc, je suis avec Laurent qui s'occupe aussi de la technique, avec Manon, Comme avec il peut. Alban, avec Charlie et avec Félix. On récupère des petites têtes après avoir fait 2 émissions à très peu. Et on commence tout de suite avec le courrier des auditeurs. Meilleur jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et Félix, on a reçu quelques petits messages cette semaine. Oui, je vais commencer par un message qui me fait rire par sa gravité. Cher Laurent, le documentaire n'a pas forcément du coup, une visée pédagogique. Le reportage, en revanche, oui. Un documentaire de création repose sur le réel, mettant principalement vers l'essai sensible, subjectif et artistique. Merci de ne pas confondre vos attentes personnelles avec les fondements d'un genre cinématographique. Probablement, c'est mon deuxième compte qui a dû écrire ce message. Déjà, tu vas répondre, Laurent. Déjà, il te On l'a vouvoie. dit déjà pendant. Moi je trouve ça très élégant et bravo. Non, on peut alors, juste dire que ça, c'est en référence au débat que tu as eu avec Rita sur Soundtrack tout coup d'état la semaine dernière. alors je le répète parce que j'étais peut-être pas clair la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est la vision que moi j'en ai et c'est les documentaires que moi j'aime. Je trouve que s'il y a pas de volonté de raconter d'expliquer quelque chose dans un documentaire, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt. Après voilà, ce qu'il dit est pas faux et c'est Et Rita a adoré le documentaire. Rita a adoré le documentaire que moi j'ai détesté, mais je veux dire il y a discussion. Nous n'avons tout simplement pas la même vision de ce que doit être un documentaire, c'est pas grave, c'est très bien. Ensuite, on a eu des réactions sur Alien Earth, notamment une réaction. J'ai écouté votre critique de Alien Earth et je dois dire que si je peux comprendre que la série ne vous ait pas séduite, je vous ai trouvé quand même un petit peu dur dans votre jugement, surtout Elisabeth qui avait l'air d'avoir une dent contre cette série. Alors oui, il est vrai que les aliens sont un peu anecdotiques et il est vrai que c'est dommage pour une série qui porte ce nom. Néanmoins, je n'ai pas eu l'impression de voir une série qui ne savait pas ce qu'elle proposait avec des comédiens sans expression faciale. J'ai vu au contraire une série qui faisait le pari risqué d'une réflexion existentielle, qui se déploie dans la lenteur, dans un rythme lancinant, qui laisse toute la place aux spectateurs d'investir les questions posées par les situations dans lesquelles sont plongés les personnages. Serions-nous encore émus dans des corps robotisés dépourvus d'hormones, ce qui explique les expressions réduites des comédiens et laisse d'autant plus la place aux spectateurs pour deviner, projeter ce qui se passe en eux. Quel lien reste-t-il ? Et surtout, quel fossé se creuse entre dans une relation, voilà, il y a des mots qui sont en trop, dans une relation frère-sœur où l'un a changé de corps et l'autre, par comparaison, est maintenant être fragile qu'il faut préserver. Le monde de demain et un peu d'aujourd'hui dépendra-t-il vraiment des lubies irresponsables et enfantines de quelques ultra riches à l'ego démesuré contentant tous les pouvoirs? Autant de questions qui m'ont semblé passionnantes et traitées avec une certaine retenue qui ne m'a pas paru timide, mais au contraire choisie, de sorte à laisser au spectateur la possibilité de se faire son avis sans lui livrer des réponses toutes faites. Et de ce point de vue, j'ai trouvé la série assez fidèle à la matrice originelle, portée par la métaphysique des films de Ridley Scott. Bref, j'ai bien aimé cette première saison, malgré ses défauts, car j'ai trouvé qu'elle étend l'univers alien tout en respectant et approfondissant ses thématiques laissées hors champ dans les films. Et de ce point de vue, c'est précisément ce que je pouvais attendre d'une bascule d'un long métrage vers la série. Bon, message assez long, mais assez intéressant. C'est bien argumenté. Peut-être un petit peu théorique, je trouve, pour ma part. Et je le trouve un peu gentil quand même. Parce que même si effectivement, je pense que c'est les Charlie, intentions, t'as pas aimé non plus finalement Alien Earth? Bah non, pas trop en fait. J'ai trouvé qu'il y avait deux séries qui se rencontraient. Je sais pas comment il a pu merder ce truc-là. J'ai l'impression que c'est un peu Disney qui l'a obligé à insérer l'Alien là-dedans, parce qu'au début il disait qu'il voulait faire une série sur les synthétiques et il disait limite si vous aimez l'Alien, vous allez détester cette série.
Et du coup, il y a vraiment, même ces deux espaces, l'espace du début dans la ville et l'espace après de la jungle, il y a deux intrigues, il y a deux séries dans une série, et ça ne marche pas. C'est pas bien ficelé, c'est pas... Mais bon, comme quoi, il y a des gens qui ont apprécié la série, tout le monde n'est pas des rageux comme nous. Enfin, je comprends la portée théorique de ce que cette personne veut dire, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas pour autant que j'ai ressenti des émotions. Je pense que, quand même, grosso modo, le problème de cette série, c'est que c'est plat, quoi. On s'ennuie quand même beaucoup, et une série 8 épisodes, c'est quand même long, et donc pour être investi, je trouve ça dur, même si la théorie est creusée, et que je pense que oui, Noah Ali, c'est un peu poser des questions sur comment on peut changer un peu le lore de cette saga. Après, moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt divertissant. Je te trouve dur quand tu dis qu'on s'ennuie, mais bon, fair enough, j'ai peut-être une tolérance à l'ennui supérieure à la tienne. Ça dépend de quel film. Possible. Et ensuite, on a eu un troisième message, pareil, qui est très long. N'hésitez pas à faire plus court, comme ça, moi, je galère un peu moins à l'antenne. Quelqu'un qui réagit sur, visiblement, des précisions concernant les voyages dans le temps. Quelqu'un qui est mon frère. Voilà. Paradoxe du grand-père. C'est la prochaine étape, c'est juste, le courrier des lecteurs, c'est juste nos parents. Enfin, tu vois, vraiment, genre, il y a beaucoup de gens qu'on connaît, c'est normal. Je pense que t'as dû dire n'importe quoi sur le paradoxe du grand-père, parce que, visiblement, du fait d'un retour dans le passé d'un voyageur temporel, un événement annule sa propre cause. Exemple, dans Retour vers le futur, Marty empêche la rencontre entre ses parents lorsqu'il se fait renverser par la voiture à la place de son père. Marty empêche donc sa propre existence. C'est un paradoxe car s'il n'existe pas, Marty n'a pas pu retourner dans le temps pour empêcher la rencontre entre ses parents, blablabla. Si la rencontre entre ses parents a lieu, Marty existe donc, il empêche la rencontre et ainsi de suite, c'est sans solution. Au contraire du coup du paradoxe de l'écrivain qui est exactement l'inverse. Je change de message. Un événement et sa propre cause, c'est le mystère de la poule et de l'œuf. Marty, qui vient de 1985, voyage en 1955. Il joue la chanson Johnny B. Good, qui ne sera écrite par Chuck Berry qu'en 1958. En écoutant Marty jouer la chanson, Marvin Berry, le cousin de Chuck, appelle son cousin et lui fait chanter ce son de nouveau. La chanson n'aura donc jamais été écrite, son origine est inexplicable. Voilà les écrits pour ton émission de ce soir, Elisabeth. Je lis tout le message. Quel salaud. Non mais il a raison. Les explications sont vachement plus claires que mon exemple avec Laurent qui écrit un truc. Mais sachant que dans comment ça s'appelle Retour vers le futur, il y a des histoires de temporalités différentes. Et donc tu crées des nouvelles temporalités, de multivers et de conneries comme ça qui sont induites dans le film. Mais après ce qu'il dit est juste, il y a pas de question, mais ça peut régler en fait certains des paradoxes en tout cas. Oui. Voilà. Merci à tous les nerds qui nous écoutent. Et de nous corriger quand on dit on les aime. On dit des bêtises. C'est l'heure du box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre là ? Bah oui, le box-office de la semaine, qui commence par une bataille après l'autre, qui fait 228 000 entrées pour sa troisième semaine, ce qui le place en tête, ce qui est pas mal. Il touche presque le million à 960 000 entrées, ce qui est quand même une belle réussite parce qu'il ne baisse que de 26%, ce qui est plutôt bien pour un film en troisième semaine. Il est suivi par une nouvelle entrée, C'était mieux demain, un film sur lequel on a fait le focus sans avoir vu de film la semaine dernière, bravo, qui est le talonne avec 227 000 entrées, ce qui est quand même plutôt une belle entrée pour un film type grosse comédie française avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein, quoi. Donc on pensait que ce genre de cinéma-là était un peu mort, mais celui-là, en tout cas, arrive au moins à survivre un peu. Peut-être que le film est pas trop mal. Petit twist de genre sur le voyage dans le temps. Possible. Il est suivi d'ailleurs de pas super loin par un nouvel entrant encore, Tron Ares, qui est la suite de Saga Tron qu'on a complètement zappé, et je sais pas si on va regarder. Je l'ai proposé au programme et personne s'est chauffé. Les critiques sont et entre-temps, on a eu les retours presse qui sont et puis il y a Jared Leto, je pense qu'on peut Jared Leto, c'est compliqué. Oui, enfin d'accord, mais Jared Leto, il est aussi dans Blade Runner 2049 qu'on adore. Oui, mais c'était à l'époque. Mais il fait quand même 200 000 entrées. Et il est troisième, ce qui est pas si mal. C'est quand même petit bras pour petit bras pour un gros budget, je pense, 180 millions d'euros de budget, de dollars de budget, ce qui est quand même assez solide. Pour un gros blockbuster Disney, je pense qu'ils s'en attendaient un peu mieux, mais après, je sais pas si le marché français est très important pour eux, en tout cas pour ce genre de film. Je n'en sais rien. Un simple accident est en 5e position, fait quand même 125 000 entrées en deuxième semaine, qui fait une baisse de 44%, ce qui est beaucoup, mais il fait quand même un cumul à 347 000 pour un petit film iranien, même si c'est la Palme d'Or, c'est quand même pas si mal pour un truc un peu autorisant comme ça. Et puis évidemment Demon Slayer et The Conjuring qui continuent sur leur lancée, qui font chacun respectivement 100 000 et 93 000, qui sont 7e et 8e, avec des cumuls Demon Slayer 1,6 million et 2,1 millions pour The Conjuring, ce qui est quand même gros carton pour des films de genre en particulier pour un public jeune, quoi.
Personne n'est très surpris. Ça ramène des jeunes en salle. Ouais, voilà, ça ramène vraiment des jeunes en salle. En tout cas, je pense que ce n'est pas le même public que C'était mieux demain. je pense. Alors on peut parler vite fait aussi de Sirat quand même, qui continue sur sa lancée, qui fait 52 000 entrées, bon donc un cumul qui a dépassé les 600 000 pour un film avec un aussi petit budget, qui est quand même un truc un peu inattendu. C'est sa 5e semaine d'exploitation, ça reste quand même assez important, donc j'ai envie de dire continuez à aller le voir. Ouais, et je sais pas si c'est seulement moi, mais autour de moi j'ai l'impression qu'il y a un bouche à oreille qui fait qu'il y a encore des gens qui vont le découvrir. Enfin, j'ai l'impression assez souvent d'avoir des gens qui me disent j'ai été voir Sirat cette semaine, donc il y a une espèce de bouche à oreille qui fait que même des gens qui n'emplissent pas, quoi. Enfin, moi dans mes proches que j'aurais jamais imaginé aller voir ce genre de film. Je pense que vraiment le bouche à oreille attire vraiment la curiosité. Mes parents, enfin ma mère qui m'a dit est-ce qu'il faut que j'aille voir Sirat, j'étais là oula maman. Mais donc t'es aventureuse, t'es aventureuse maman. Mais ça veut dire que ça remonte jusqu'à des publics qui sont a priori pas ceux qu'on pense viser au départ. Côté news, Félix, on commence par une mauvaise nouvelle. Oui, le dessinateur Drew Struzan est mort ce 13 octobre à 78 ans. Drew Struzan, vous connaissez pas son nom, mais vous connaissez forcément son travail. C'est un illustrateur et affichiste américain. Il est né en 47 et il est très célèbre pour ses affiches de films, notamment toute la saga Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, Harry Potter et même le sublime poster de The Thing. Vous avez forcément vu une affiche de lui. Son style a vraiment marqué l'esthétique du cinéma hollywoodien des années 70 à 2000 et il est vraiment reconnu comme étant un des plus grands affichistes de l'histoire du cinéma. Donc je trouvais ça important d'en parler parce que c'est un grand monsieur. Ouais, c'est un grand monsieur. Et t'as une autre news d'un plus petit monsieur. Vraiment tout petit. C'est Thierry Lunas qui est enfin dans la sauce parce qu'il y a une enquête du média indépendant Les Jours qui vient de sortir et Thierry Lunas est du coup accusé par plusieurs femmes, au moins une douzaine, d'agression et de violences sexistes et sexuelles. Il n'y a pas que lui, il y a aussi sa compagne Claire Bonnefoy qui dirige du coup la société de production Bobby Lux. Et en parallèle, ils viennent de sortir du coup, je crois que c'est un peu par un espèce d'épisode, c'est un feuilleton. On se régale chaque semaine, non je rigole, faut pas rigoler avec ça, mais en parallèle du coup, il y a d'anciens salariés qui ont dénoncé aussi des maltraitances psychologiques, donc du harcèlement moral, un climat de pression du coup dans toute la sphère Capricci et tout ce que dirige Lunas, des intimidations, des manipulations, des excès de colère, etc., voire même carrément de la violence physique entre 2017 et 2024. Et donc c'est une enquête en plusieurs parties, c'est-à-dire le premier, c'est ça, la première partie c'était les violences, les sexistes et sexuelles. Là c'est du coup le harcèlement moral. Je sais pas quelle va être la partie 3, mais est-ce que pour nos auditrices et nos auditeurs, tu peux préciser qui est Thierry Lunas? Thierry Lunas, c'est un producteur qui évolue dans le cinéma depuis des années et des années. C'est le directeur de Capricci, c'est ça, qui a une assez grosse boîte de prod. Ouais, exactement. Il a copié aussi avec Sofilm. Il fait des résidences, notamment pour essayer de développer des jeunes auteurs sur des projets de long métrage et de court métrage qui s'appellent les résidences Sofilm. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, en vrai, disons les termes, ça fait 20 ans que dans le milieu, on sait très bien que c'est un énorme enculé et je suis vulgaire volontairement et ça fait du bien de voir ça. Non, mais c'est un secret de Polichinelle dans le milieu. Voilà, exactement. Voilà, et par exemple, c'est lui qui a produit récemment Vincent doit mourir. Et la nuée, et la nuée, bien sûr. Absolument horrible, c'est lui. Et notamment en fait pas mal de films d'Albert Serra en fait, certains films anciens d'Albert Serra. La mort de 2014, je crois que c'était lui. Oui, c'est possible. Enfin bon, bref, et donc pas mal. C'est cool que ça soit porté enfin à un statut un peu médiatique. Je présume qu'il va y avoir des poursuites judiciaires et j'ose espérer, et que cet individu monstrueux va enfin être jugé parce que voilà, c'est vraiment, je pense, un monstre dans ce milieu. Et c'est bien qu'il y ait encore qu'il y a encore des révélations de ce type qui sortent en 2025. On est quand même quelques années après le début de ces articles-là, etc. Et il continue d'y avoir des nouvelles têtes qui tombent, donc c'est bien, ça continue. Alors cette semaine, on a passé une excellente semaine, on a tous adoré tout ce qu'on a vu, donc on va faire cette émission dans vraiment une bonne ambiance collective. Alban, tu peux souffler dans le micro? On lance les hostilités avec Chien 51. Donc Chien 51 se déroule dans un futur proche où Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. Mais quand l'inventeur d'Alma se fait assassiner, 2 policiers, que tout oppose évidemment, se retrouvent contraints à collaborer pour mener l'enquête. Donc c'est le nouveau film de Cédric Jiménez qu'on connaît pour Novembre, Bac Nord, etc. Et c'est l'adaptation, ce Chien 51, d'un roman éponyme de Laurent Godet, paru en 2022. Et le film était présenté hors compétition à la Mostra de Venise.
voilà, en voyant les têtes que vous tirez, Laurent, Charlie... Moi, c'est ma tête normale. Félix, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce chien 51 ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chien 51 ? Bah que c'était absolument horrible. On le dit direct. Non mais en fait, c'est un film qui a genre 50 ans de retard. Vraiment, je trouve qu'il est extrêmement kitsch et extrêmement ringard. Je vais commencer par là. C'est-à-dire que c'est bien d'essayer de faire de la SF et de l'anticipation en France. En vrai, je suis pour encourager ça. Juste, faut avoir un minimum de vision esthétique. Et pour moi, à mon sens, Cédric Jiménez, qui est pas du tout un réalisateur que j'estime, parce que je considère que c'est pas un bon réalisateur d'action, contrairement à mes confrères, est quelqu'un qui, déjà, depuis le début, a un gros problème avec sa mise en scène d'espace. C'est quelqu'un qui arrive à faire de l'action un peu musclée, mais il est incapable de te filmer un décor correctement. Donc, quand il faut faire, créer un espèce de lore et te raconter une ville futuriste comme celle de Chien 51, bah, forcément, déjà, c'est extrêmement compliqué. Et moi, je commencerai par là. Je comprends rien à l'univers qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des zones, 1, 2, 3, on comprend vaguement que 3 c'est genre le périph' parisien, 2 c'est genre, je sais pas moi, c'est le 17e arrondissement et la première zone c'est genre la Tour Eiffel et le 7e. Et du coup, le 18 c'est où ? Le 18, bah justement, on voit un peu Montmartre en fond. Ouais, c'est en zone 2. En zone 2, border zone 3, tu vois. Et donc, en fait, donc tout ça, t'es un peu en mode d'accord, c'est un peu gratos, faut passer des checkpoints pour passer d'une zone à une autre, t'as un bracelet, machin. En fait, tout ce lore-là n'existe pas, et juste là pour faire genre, c'est un peu la science-fiction, et c'est un peu, t'as vu la lutte des classes, mais c'est jamais exploité réellement, je trouve que c'est juste un peu du vent pour faire un peu style. Donc ça déjà moi ça me pose vraiment problème et même esthétiquement en fait je trouve que genre toutes les espèces de nouvelles technologies, la manière de représenter l'IA, la manière de représenter les écrans, la manière de représenter cette espèce de police surmilitarisée, on dirait qu'on est dans Minority Report ou iRobot ouais. Et c'est des films qui ont genre 20 ans aujourd'hui quoi et du coup franchement je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un projet comme ça si c'est pour balancer, je sais pas, 45 millions de patates dans le film et que ça ressemble en fait à un DTV tout pourri Netflix qu'on pourrait ou au dernier film de Yann Gosselin Dalloway mais avec lequel il partage le point commun de cette intelligence artificielle même si Dalloway a une Dalloway qui s'est gigavautré. Oui, mais Dalloway qui est beaucoup plus intime, c'est une écrivain mal d'inspiration et son intelligence artificielle. Ouais, mais en fait, enfin je veux dire là c'est en réalité on te propose soi-disant de l'action et machin, il y a quelques petites courses-poursuites dans Paname, c'est toujours la même chose déjà, faut le dire, et sinon l'action elle est pourrie, enfin je veux dire, tout le climax de fin il est nul, tout ce qui se passe dans la scène avec Gilles Lelouch c'est ridicule, enfin je veux dire, en vrai on va pas se mentir, si tu viens et que tu dis c'est un film con, mais j'y vais juste pour les scènes d'action, moi je suis désolé, je trouve que le contrat est pas complètement rempli, enfin tu hausses les épaules Laurent, mais t'exagères un poil, non mais franchement t'exagères un poil je trouve. C'est quand même, enfin moi je suis désolé, je me suis fait super chier, je trouve qu'il y a aucune originalité justement dans cette espèce de futur et je vais vous laisser parler, après on reparlera d'autres choses, mais je veux dire l'intelligence artificielle, la relation entre Léa Seydoux j'allais dire, entre Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, tout ça c'est quand même super pourri. Ils ont 22 ans de différence en plus dans la vraie vie. Non mais bon bref, ce qui est un peu compliqué. Moi, j'irais même plus loin que toi là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi ce film est dans le futur. C'est-à-dire que le délire d'un squat avec des mecs qui ont des imprimantes 3D qui se font envahir par des centres de flics. Moi, je l'ai vécu en 2021 à Aubervilliers, en fait. Donc pour moi, c'est le passé. Et en fait, j'aurais trouvé ça plus intéressant de mettre ce film. Je pense pour moi, c'est le futur vraiment très proche. C'est considéré comme un truc genre quasiment. Ouais, mais il n'y avait même pas besoin. Enfin, tu vois, genre, ça aurait été limite plus intéressant de faire un truc à la Mr. Robot parce que, en fait, il y a une espèce de fantaisie qui est apportée par ce futur où tout à coup, tous ces gens dans la rue, dans les banlieues qui sont dans des tentes et tout, sont un peu loin de nous. C'est un peu, alors qu'en fait, ils sont là, ils existent déjà. Enfin, je veux dire, tu vas à Porte de la Chapelle en 2025, tu les vois. Donc, pourquoi les mettre dans le futur, sachant que, comme tu dis, cette histoire de zone n'est absolument pas justifiée. On ne sait pas pourquoi il y a une zone 1, 2, 3. Est-ce que il y a eu une épidémie de je sais pas quoi? Pourquoi, en fait? Donc, voilà. Alors, le livre a été écrit en 2022, donc je suspecte que ce soit un espèce de reste de ce qui s'est passé pendant le Covid, potentiellement même les JO. Voilà. Non, mais c'est un truc fascisant à 2 balles, mais je veux dire, même en 2022, c'est déjà ringard. Hein, oui. Mais ouais, c'est très gratos. Après, le bouquin date de 2022, j'avais pas réalisé ça. Non, le bouquin est très récent. mais après, tout est très gratos. Après, comme disait Laurent, moi, je suis moins dur que toi avec tout le côté action. C'est vrai que moi, j'y suis allé, j'étais crevé. Je me suis dit, je vais m'endormir devant le film si c'est vraiment de la merde. Et ça va. On va dire, je vais lui mettre de la note de... divertissement je ne me suis pas endormi sur 20.
Ouais. Ce qui est déjà Combien de voitures qui explosent sur 20, Laurent? Pas assez sur 20. On est d'accord, pas assez. Non, mais en fait, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Charlie. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui se regarde parce que, après, moi, j'aime bien l'anticipation. Je trouve que les scènes d'action sont plutôt pas mal. Je trouve que l'univers visuel marche parce qu'il y a beaucoup de blé et que, en fait, ils ont réussi à faire un truc qui soit pas cheap, alors qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Tu sens qu'ils ont construit beaucoup de décors, il y a beaucoup de figures. Tout ça, en fait, fonctionne visuellement à peu près, mais en effet, c'est tellement pas original. C'est-à-dire que ça a pas beaucoup d'intérêt. J'ai l'impression d'avoir vu cet univers générique pseudo-cyberpunk, tu vois, 1000 fois. Attends, Yuri qui a lu le livre, qui est pas là, mais qui a lu le livre, m'a dit, bon, le livre, il se lit, hein, c'est un Blade Runner Wish. Ouais, bah, non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, et surtout, t'as vraiment l'impression que, moi, j'ai vraiment du mal avec ces espèces d'uchronie ultra sécuritaire, machin. Enfin, il y a quand même un côté que je trouve un peu pété et que ça aborde en fait tout ce sujet-là avec vraiment très peu de subtilité. C'est dommage, d'autant qu'en fait, et c'est le problème que vous citez sur cet univers, ça se passe dans le futur, je comprends pas les zones, je comprends pas, etc. À mon avis, c'est un problème qui est dans le bouquin. Il y a l'univers, à mon avis, il est claqué. Personne s'est vraiment trop fait chier à essayer de faire un truc qui a du sens vraiment et qui est cohérent les uns par rapport aux autres. Donc en fait, tu vois, il y a une espèce de paresse globale et 2-3 bonnes idées quand même. Le côté du mec qui est un peu cloné, il y a 2-3 trucs sur lesquels je trouve que c'est un peu cloné mais pas trop. C'est fait pour Vendetta. Et parlons de ça, genre Louis Garrel qui joue le chef de la Révolution, Valéria Bruni-Tedeschi qui joue genre l'espèce de médecin d'un refuge foyer dans le secteur 3 machin, mais c'est l'enfer. Moi je suis désolé. Genre Pierre Animé en Che Guevara aussi. Moi ça me dérange pas à la rigueur parce que je trouve que ça joue plutôt pas mal. Donc ça vraiment bon. En dehors, tu vois, de la relation entre Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch qui ont 20 ans de différence et où en fait c'est un peu cringe parce que ça se voit vraiment fort. On ira voir la mer. Ouais, et ce passage là où ils vont voir la mer, c'est ringard. C'est pas ce qu'on fait entre amoureux. En fait c'est un film. En fait, c'est piano ou pas là. En fait c'est un film vraiment genre méga old school où t'as l'impression que c'est genre une espèce de tu vois, enfin tu sais, un peu comme à l'époque où t'avais genre Super Sonic Man qui était la réponse espagnole à l'homme Puma qui était la réponse espagnole à Superman, tu vois, c'est un peu genre c'est la réponse française de la réponse anglaise de la réponse polonaise de Blade Runner, tu vois. Il y a un côté un peu genre ok super mais c'est ce qui fait que en fait moi j'aime plutôt bien ce que fait Cédric Jiménez dans l'ensemble. Je trouve que c'est pas un mauvais réal. Jiménez d'ailleurs parce que Jiménez, ouais. Mais effectivement, et j'allais dire, mais toi, Yuri, même Valentin, vous aviez défendu Novembre et moi je trouve que Novembre c'est regardable, je trouve que Back North c'est pas mal, j'ai bien aimé HHH, je trouve que Jiménez c'est pas mal ce qu'il fait. Là honnêtement, il fait le job. Malheureusement en fait le matériau de base, l'univers qu'il a, l'histoire qu'il a, elle est bidon quoi. Enfin elle a 20 ans voire 30 ans de retard. Dire que tu l'as dit, Minority Report c'est à peu près le même film en vraiment beaucoup mieux. Ah bah ouais. Donc quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on fait là quoi? C'est-à-dire que ça aurait dû sortir en direct en Netflix, personne n'en aurait rien parlé, on fait genre oh voilà, du genre un peu machin, en faire un gros bordel au cinéma. Les sorties Netflix ils font du bruit, hein. Athéna ça avait quand même Ouais, enfin Athéna ça avait fait beaucoup de bruit pour pas qu'on aille le voir, je crois surtout quand même, non? Enfin moi j'ai entendu beaucoup de mal de ce film, mais toujours est-il que voilà, il y a un truc il y a un truc genre bon voilà léger et pas hyper intéressant quoi, vieux et pas ouf. Après tu l'as dit, moi je trouve que c'est un divertissement qui se regarde ok, mais faut pas en faire tout un foin quoi, clairement ça ne mérite bon pas. Pour un dimanche soir sur TF1 oui voilà, c'est vraiment un film dimanche soir TF1 bas du front quoi. Puis c'est quand même pas les dimanches de Félix. Non, clairement pas. En plus, je trouve que c'est un film qui t'explique quand même, parce que bon, je vais spoiler, mais je veux dire de toute façon, tout le monde a très bien compris où va l'intrigue. Le twist, il est bidon de le twist. Tu sais très bien que oui, ok, c'est l'IA qui contrôle le monde, super. C'est quand même un film qui t'explique que du coup, la répression policière, c'est pas du tout le ministère de l'Intérieur et le gouvernement, c'est parce que ils sont sous service de l'IA. Ça, moi, je suis désolé, je trouve ça nul. Moi, je trouve que l'idée. C'est assez dégueulasse en fait. Moi, je trouve que l'idée derrière est hyper vertigineuse. C'est-à-dire le truc de, tu commences à créer des technologies et que tu finis par te faire avoir par cette technologie. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Mais c'est pas bien développé. Oui, mais t'as pas besoin de l'IA pour déjà avoir de la répression policière, tu vois. Mais dans le sens où tu vois, lui en fait, il est dans un truc genre bah ça nous échappe et on est dans la merde. Ouais, parce que même ça dédouane complètement le gouvernement. Et c'est genre en mode. Je sais pas si, enfin pour moi, faut pas lire ça. Mais genre c'est plutôt genre
si jamais on fait trop les cons avec ce genre de truc, ça pourrait se retourner. En fait, ça pourrait devenir complètement hors de contrôle. Oui, et c'est un vrai problème. Mais ça, pour le coup, oui, voilà. Mais le sujet est intéressant. Mais oui, t'as raison. Il n'y a pas déjà en Chine, il y a quelques années, une IA qui avait été développée, qui était capable, soi-disant, de prédire les gens qui allaient faire des meurtres ou un truc comme ça. C'est les Chinois, c'est l'IA qui prédit qui va faire les meurtres. Ça s'appelle le Parti communiste chinois. C'est difficile. Tu leur demandes, ils vont te trouver des gens qui vont faire des meurtres et ils vont les mettre dans des endroits où tu t'entendras plus parler. On avait dit que d'eux, c'était le passé. Exactement. En tout cas, il y en a beaucoup chez les Ouïghours. Moi, je crois que c'est vraiment genre. Comment on a atterri sur les Ouïghours en parlant de Chien 51 ? Ce que je trouve fou, c'est quand même en France, on est capable, il y a 2 ans, de produire genre Mars Express, qui je trouve. Ouais, parce que c'est Jérémy Perrin, c'est un mec sérieux. 2 ans après, on fait genre Chien 51 qui a genre 15 fois le budget et qui est genre d'une débilité confondante. Et entre temps, il y avait Dalloway. Donnez cet argent à Jérémy Perrin, ce sera beaucoup mieux. Et allez voir du coup Mars Express. Ah ouais, c'est très bien Mars Express. J'ai vu il y a pas longtemps et vraiment c'est ce que je me suis dit en voyant le film. Je me suis dit mais on dirait Mars Express en moins bien quoi. Ah mais genre vraiment. Regardez Mars Express, regardez Mister Robot, enfin vraiment mais genre pas ça. Ouais, bah voilà, pas ça. N'allez pas voir Chien 51. Attendez de le voir bourré et fatigué un dimanche sur TF1 pour vous s'endormir ou non devant. Et il y a sur le sujet des films plus intéressants. Je trouve ça cool que tu picoles le dimanche soir. En tout cas que tu sous-entendes que tu picoles le dimanche. Non, en plus c'est complètement faux. J'ai juste une tisane, mais c'est peut-être un grog. On passe à un autre coup de cœur de la semaine, c'est 2 pianos d'Arnaud Desplechin. Il y a encore combien de temps avant d'atterrir ? 1 heure à peine. Qu'est-ce que tu allais faire à l'autre bout du monde ? Tu es trop doué pour ça. Redis-le plus fort, ça, s'il te plaît. Tu es tout seul. Donc 2 pianos, c'est l'histoire de Mathias Vogler, joué par François Civil, qui rentre en France après un long exil. La mentor de sa jeunesse, Elena, alias Charlotte Rampling, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l'auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer et le mènera à son amour de jeunesse, Claude, interprété par Nadia Tereskiewicz. Bravo. J'ai bien prononcé le nom de tout le monde. Je fais des efforts. Alban, tu soupirais en entendant la bande-annonce. Toi aussi, Elisabeth. Alors qu'elle a pas vu le film. Alors que j'ai pas vu le film. J'ai réussi à comment on dit, à filouter. Alors, ce 2 pianos, est-ce que c'est aussi difficile que la bande-annonce quand même nous le... Ah non, c'est plus difficile que la bande-annonce. Parce que la bande-annonce, il y a quand même cette phrase incroyable de Nadia Tereskiewicz qui dit mais pourquoi ne m'as-tu pas enlevé? Oui, non, mais en fait, tout le film, en tout cas de manière générale, tous les personnages féminins reposent sur cette vision qu'a Arnaud Desplechin de penser que, en gros, pour séduire une femme, ce soit les enlever, soit en fait la seule chose qu'elles ont à leur offrir, c'est leur corps. Non, mais c'est dans le film, c'est défendu comme ça. Et en mode barbe bleue, quoi. En fait, t'as des refs à l'ancienne. Hein. C'est Desplechin, c'est pas moi. Et le film, en fait, le film est assez et je comprends pas le film. C'est-à-dire, je ne comprends pas les personnages, je comprends pas comment ces personnages sont écrits, je comprends pas les interactions entre eux, je comprends pas comment ils réfléchissent et je comprends pas leurs émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à des retrouvailles d'une histoire d'amour, parce que c'est ça surtout le sujet du film. C'est François Civil qui revoit Nadia Tereskiewicz 8 ans après, je crois, parce qu'il était parti au Japon donner des cours de piano. Et en fait, si tu veux, le film s'ouvre sur une sorte de piano. Être un pianiste vertueuse au Japon. Mais je crois que justement, il a un peu gâché sa carrière. En fait, rien n'est plus ou moins expliqué. Un long exil. Et il revient il essaye, en tout cas, il est appelé pour revenir sur le devant de la scène en France, aux côtés de Charlotte Rampling, aux côtés de cette fameuse Elena. Et juste pour expliquer la scène du début, c'est un climax où tu vois d'un côté Nadia Tereskiewicz avec son fils et son mari aller à une soirée, et d'un autre côté, en montage parallèle, François Civil qui va à la même soirée, et tu te dis, ok, il va y avoir une rencontre incroyable. Genre un crash, et tu te dis, tout le film réside dans la manière dont Desplechin va réussir ou pas cette rencontre. Et je me suis attendu à toutes les scènes possibles et inimaginables, comment il allait mettre en scène tout ça. Et vraiment, pour vous dire, le niveau du film, c'est qu'ils tombent l'un sur l'autre quand ils sortent de l'ascenseur et François Civil s'évanouit. Et en fait, tout le film est comme ça. C'est-à-dire que tu ne comprends pas la passion amoureuse qu'il éprouve pour cette jeune fille-là. Et tu te dis, dès qu'il la voit, il tremble, il pleure, il boit, il se met dans tous ces états, mais tu ne crois jamais à leur histoire d'amour. Tu sais pas pourquoi en fait François Civil se met dans des états pareils, parce qu'en fait on pense que c'est parce qu'il y a une histoire de fils caché, enfin tu comprends un peu dans la bande-annonce. Cet enfant qui est un peu son double.
Et en fait, il se bourrait déjà la gueule avant, et avant qu'il apprenne que Nadia avait un fils, il était déjà dans tous ces états. En fait, tu ne comprends rien à ces personnages. Avant effectivement qu'on continue de tirer sur l'ambulance, je précisons que effectivement, t'es pas quelqu'un qui est a priori contre le cinéma de Desplechin, dont t'as apprécié certains films. Oui, j'aime pas tout Desplechin, j'aime beaucoup certains films. Là, le dernier que j'ai vu, c'était son documentaire d'1 heure qui s'appelait Spectateur, que j'avais plutôt apprécié, que j'avais défendu ici. C'est le réalisateur de 3 souvenirs de ma jeunesse, de Roi et Reine, de Robin Lumière. D'un conte de Noël que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà, ensuite... on aura le temps d'y revenir, j'ai laissé la parole à Manon, mais voilà, je pense qu'il y a plein de problèmes dans ce film. Le problème, c'est qu'on comprend, le plus gros problème, c'est qu'on comprend rien, à la fois au personnage, à la fois dans ce que Desplechin veut nous dire de son film, mais j'y reviendrai, je pense, après. Manon? Ouais, c'est vrai. Pourquoi elle soupire dans cette émission? Moi j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film, mais je me souviens qu'il m'a laissé une espèce de sensation de grand vide. 3 souvenirs? Il m'a même pas 3, parce que vraiment plutôt un grand vide entre cette histoire d'ancien pianiste virtuose. On sait pas trop pourquoi sa carrière est terminée. On sait pas trop. Voilà. Enfin, il y a tout cet enjeu professionnel qui croise cet enjeu de paternité, qui croise cet enjeu d'amour. Enfin bref, et tout ça se mélange jamais bien. Moi, pour le coup, je trouve que leur rencontre, j'étais assez surprise, mais pas trop dans le mauvais sens. Enfin, j'ai trouvé ça assez osé. Mais en revanche, après ça, il y a plus rien. Enfin, il est pas du tout à la hauteur de cette passion amoureuse, quoi. Tout fait. Enfin, je trouve que tout retombe. C'est pas du tout à la hauteur. Et je pense qu'en fait, moi, je connais pas hyper bien le cinéma de Desplechin. De ce que j'ai vu, je cracherai pas sur tout. Mais je pense qu'il commence à avoir peut-être un peu essoré toutes ces thématiques. Il y a un truc un peu fantomatique quand même avec cet enfant. Mais comme les fantômes d'Ismaël, tu veux dire? Mais voilà, c'est des thématiques qu'il a beaucoup explorées. Tous les trucs de filiation, tout ça. Et en fait, je pense qu'il a vraiment trop essoré le truc. Et là, il a vraiment plus rien à raconter. Je suis assez scandalisée aussi tu parlais de l'image de la femme, mais aussi l'image de la femme vieillissante, quoi. Enfin, je trouve que le personnage de Charlotte Rampling, son traitement, il est vraiment compliqué. La façon dont il la filme, enfin, tout est fait, je trouve, pour un peu l'accabler dans sa vieillesse et tout. Enfin, je trouve ça super rude, la façon dont il traite ce personnage. Alors qu'elle doit avoir le même âge que lui, à peu près. Non, elle est plus âgée. Non, lui, il a plutôt la soixantaine. Ouais. Dans l'abus, Elisabeth. J'appuie, je suis dans l'abus. Je vais regarder quel âge. Mais voilà, il s'est renouvelé, il est parti à Lyon. Le film se passe à Lyon. Peut-être moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un nouveau souffle. Il explore une ville qui, je crois, il n'a jamais filmé. Elle a 15 ans plus. Ouais. Bon, là, on dirait vraiment qu'il filme une espèce de vieille sorcière. Enfin, vraiment, je trouve ça. Cela dit, son personnage est un personnage de vieille sorcière. Oui, elle se décrit elle-même comme un monstre. Donc en fait, on y reviendra là-dessus sur les personnages de mentors, de musiciens au cinéma. C'est toujours souvent quand même des monstres et des figures, des figures assez monstrueuses. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé ce traitement assez compliqué. Je trouve que Nadia Tereskevich, elle a rien à jouer, mais elle s'en sort. Elle fit assez bien dans cet univers. François Civil, je comprends pas trop ce qu'il fait là, mais bon. Non, mais en fait, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé dans le film, et moi je suis pas vraiment d'accord avec Nadia Tereskevich que j'ai aimé par ailleurs, mais là je trouve que non seulement elle a rien à jouer, mais en plus elle apporte aucun corps à ce personnage. C'est pas que de sa faute, c'est aussi l'écriture de Desplechin du personnage. Mais en fait, on est censé voir un virtuose du piano, passionné par ça. On devrait le voir rongé en fait par le piano, qui l'empêche de vivre une histoire d'amour et une passion amoureuse, parce qu'en fait c'est aussi une histoire de renoncement. En fait, il devrait transpirer le piano pendant tout le film. Or, tu le vois quasiment jamais jouer. Quand tu le vois jouer, il est complètement bourré. Et en fait, on a presque pas accès à la musique qui veut nous transmettre. Donc, ça joue du Bach, du Debussy, etc. Moi, c'est pas des choses que je connais bien, ni que j'écoute, mais j'ai envie de découvrir, j'ai envie de connaître ça. Et en fait, on se dit que cet amour impossible qu'il a avec Nadia Tereskevich, elle est pas possible à cause de cette passion pour le piano qu'il ronge. Or, tu vois ni le piano, ni cette passion-là, ni la passion amoureuse. Donc en fait, il reste plus rien. Dans l'équation, en fait, tu vois juste un film vide, d'1h55, où tu comprends pas pourquoi des personnages sont tantôt éloignés à la fois de leur propre trajectoire et leur propre destin, et à la fois complètement corps à corps, presque de manière naïve avec leur histoire, et ça en devient presque gênant. Tu vois, sur les scènes d'amour, les scènes de baiser, les scènes de sexe, on rentre dans une forme, on te met une intimité devant la gueule que t'as pas envie de voir parce que t'as pas signé pour ça, et qu'en fait tu comprends pas assez les personnages pour rentrer dans cette découverte et dans leur plaisir à eux, et tu te dis mais c'est presque scandaleux en fait par moment. Et ensuite, bien sûr, Desplechin se permet de filmer le corps nu de Nadia Tereskevich alors que ça,
on en a pas besoin du tout en fait, tu vois, c'est juste je sais pas, c'est vraiment c'est très voyeur en fait, tu vois. Il filme son dos pour montrer qu'il a le dos musclé en disant tu veux voir comment j'ai vieilli, il dit vraiment ça, tu vois. Et genre c'est non mais avec cette voix là aussi. Non, il a pas vraiment cette voix là, j'exagère un porno. Et moi pour revenir sur Charlotte Rampling, je trouve que c'est une immense actrice et je trouve qu'elle le prouve encore dans ce film là. Je trouve qu'effectivement elle a un personnage monstrueux parce qu'elle joue une sorte de déesse du piano âgée qui refuse en fait, qui a refusé toute sa vie de faire autre chose que du piano. Elle est reconnue pour ça et elle se décrit en même temps elle-même comme un monstre parce qu'elle a aucune affinité envers les autres, elle aime qu'elle-même en fait et elle veut pas en fait montrer affaiblie devant son public et elle décide de faire ses adieux lors d'une scène complètement banale qu'elle fait à Lyon, qu'elle aurait pu faire 100 fois dans l'année. Et je trouve que ce personnage-là est peut-être le personnage le plus intéressant du film, à la fois dans sa monstruosité et à la fois parce qu'il est porté par Charlotte Rampling. Parce que je trouve que vraiment, moi ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu au cinéma, et elle donne vraiment, c'est vraiment un des seuls personnages incarnés de la proposition de Desplechin. Et Hippolyte Girardot qui joue l'impresario de François Civil, qui est pas mal, qui apporte effectivement un peu d'humour, un peu de légèreté. Ouais, je sais pas ce que ça fout là, tu comprends pas la fin non plus, mais en tout cas il permet de respirer un peu parce qu'effectivement tu comprends que tous ces gens ont beaucoup de problèmes mais tu comprends pas leurs problèmes. En fait, tu t'en fiches en fait. Tu t'en fiches et je crois que je serais incapable de résumer le film. De un, ma mémoire me fait défaut, mais même je trouve qu'on n'arrive pas à en tirer effectivement un fil ou une substantifique moelle parce que le sujet n'est pas la musique, le sujet n'est même pas vraiment l'amour. Enfin c'est vraiment un gros point d'interrogation ce film et puis ils essaient et Nadia Tereskevich il donne en fait. On comprend qu'elle s'est mariée avec une personne de confession juive qui décède. On sait pas pourquoi, en fait, il décède. Genre, on sait jamais pourquoi. Il est parti faire un running. Et en même temps, il essaie de montrer une forme de relation qu'ils avaient entre eux. Tout le monde meurt pas en faisant un running. Et à la fin, en gros, pendant son enterrement, elle est censée... En fait, on découvre que c'est un personnage finalement qui sait pas parler, qui a pas confiance en elle et qui sait pas quoi dire, alors qu'elle est pas comme ça tout le long du film. Et elle fait une blague, elle raconte une blague à l'enterrement que son Marie lui racontait, une blague vraiment nulle à chier, tu vois, peu importe, ça fait rire personne, ça dure 5 minutes et tu sais pas ce que cette scène elle fout là. Qu'est-ce que c'est censé me dire sur ce personnage, qu'est-ce que c'est censé me dire sur leur relation, alors que leur relation en fait tu t'en fiches parce que c'est quasiment le début du film. Donc tu t'es attaché 30 secondes à son mec qui meurt, bon bah tu passes à autre chose, tu vois. Et en fait, elle te remet des scènes par rapport à son mari et franchement tu comprends pas, c'est infernal, franchement c'est infernal. Bon bah 2 pianos et beaucoup de problèmes mais pas ceux qu'on aime. On vous décourage absolument de découvrir ce nouveau film d'Arnaud Desplechin, même si j'aurais bien aimé que d'autres gens dans l'équipe viennent le défendre parce que je sais que tout le monde n'est pas aussi dur que vous. Donc peut-être qu'on aura une personne n'est pas aussi dur que nous. Émile, c'est parce qu'il dîne avec lui le samedi soir. Donc T'imagines, en fait, c'est vraiment la connivence des mecs qui font des critiques avec leur... Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Non, mais c'est parce qu'il aime le cinéma d'Arnaud Desplechin. Moi aussi. Mais toi aussi, je sais, mais pas celui-là. On va maintenant passer à la meilleure série de l'année. Ça s'appelle Nero, c'est disponible sur Netflix. Alors, on est au début du XVIe siècle en France. Nero, un assassin cynique et redoutable, doit retrouver sa fille de 14 ans pour la protéger de ceux qui voient en elle la dernière descendante du diable. Et là, j'avoue, je résiste pas complètement à dire la dernière phrase du pitch officiel qui est « Entre vengeance et rédemption, Nero devra choisir sauver sa peau ou sauver sa fille. » En fait, c'est fou, c'est même pas ça. Mais bon. Non, c'est même pas ça. Laurent, j'ai peut-être envie de te donner la parole en premier parce que tu as décelé des similitudes entre Nero et un livre que tu as lu. Et le personnage de Benvenuto Gesufal, le héros de Gagner la guerre. Alors on va essayer de revenir un peu là-dessus. Il semblerait d'ailleurs, parce que c'est là une information, un scoop, Elisabeth Iturbe, que les gens qui ont travaillé sur ce projet en fait, travaillait à la base sur une adaptation d'un bouquin qui s'appelle Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, qui est un bouquin d'heroic fantasy que moi j'ai lu et que j'aime beaucoup. J'ai vu passer ça dans ma vie de
dans ma vie de boîte de production. Et qui comment dire, donc c'est les mêmes personnes qui ont fait Nero, et ça raconte l'histoire d'un assassin dans un monde un peu heroic fantasy qui se passe alors dans la Venise, plutôt dans un truc qui ressemble à Venise. Au début on est à peu près à la même époque. T'as la Martinique, bon bref. Enfin non mais Port-Royal pour moi le début. Tu vois, c'est Game of Thrones. C'est un peu Game of Thrones. Non mais dans comment dire, dans Port-Royal c'est à Paris, non? C'est la je parle du bouquin en fait. Dans le bouquin, il y a une espèce de, ça se passe dans une espèce de sorte de République de Venise à la Renaissance. Donc c'est un assassin dans un truc d'heroic fantasy à la Renaissance, avec des personnages qui ressemblent quand même beaucoup. Alors évidemment, ce n'est plus une adaptation. En tout cas, ça n'est pas une adaptation de Gagner la guerre. Donc l'histoire a quand même pas grand chose à voir. Mais disons que les motifs sont quand même un peu les mêmes. Donc pour quelqu'un qui a lu le livre, c'est un peu difficile de ne pas les voir. Surtout que c'est quand même très largement moins bien. C'est quand même très largement moins bien. La raison pour laquelle c'est très largement moins bien, c'est difficile à dire parce que peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles en fait le projet de l'adaptation a été abandonné. C'est-à-dire que est-ce que l'auteur finalement voulait pas? Est-ce que Netflix s'est dit que finalement on voulait changer tellement de trucs que s'est dit que c'était pas une bonne idée? Est-ce que c'est de la faute des auteurs qui ont décidé d'abandonner? Enfin, en vrai, peut y avoir plein de raisons, bonnes ou mauvaises, pour laquelle c'est plus une adaptation. Mais l'avantage en fait de Gagner la guerre de Jaworski, c'est que c'est un univers complexe, construit, qui est son univers personnel qu'il a créé, qu'il développe dans ce livre, dans une série de nouvelles, dans différents livres. Donc il se prend la tête pour essayer d'avoir un truc qui est intéressant, cohérent, intelligent et avec une sorte de grain un peu de fun, d'amusement, de trucs qui est assez, avec un style d'écriture qui est assez particulier. Là clairement on retrouve pas ça du tout, c'est-à-dire que c'est une espèce de truc d'heroic fantasy assez mal foutu quand même, avec beaucoup de moments qui n'ont strictement aucun sens, où on sent que personne ne sait vraiment ce qu'il fout là en termes d'écriture. Il y a des scènes qui se répètent, il y a des personnages. Moi j'ai eu l'impression, j'ai vu les 3 premiers épisodes, j'ai l'impression de voir 3 fois le même épisode. C'est les mêmes scènes qui se répètent en boucle, les mêmes personnages qui se recroisent, qui ont les mêmes conversations. C'est un peu ça. La boucle temporelle de la semaine dernière sur les voyages dans le temps. Il y a des personnages qui sont introduits mais qui au final ne servent à rien. On comprend pas pourquoi. Enfin, il y a une espèce de... C'est vraiment genre complètement planté et on s'en tape totalement. On essaye de garder une espèce de figure d'anti-héros qui est jouée par Pio Marmaille, qui existe déjà dans le bouquin et qui va essayer de porter cette espèce de pseudo-histoire autour de quelques scènes d'action et de quelques éléments un petit peu choc avec des idées où ça parle un peu de religion, ça parle un peu de machin, mais en fait tout n'a tellement aucun sens, c'est-à-dire qu'il y a tellement pas de réflexion en fait autour de ce que font les gens dans ce film, dans cette série, je veux dire, ça ne veut rien dire. Et toi t'as tout vu, toute la première. Moi j'ai tout vu un peu parce que pour voir jusqu'où ça pouvait prendre ou pas des trucs du bouquin, un peu par masochisme, mais honnêtement c'est quand même cata. C'est-à-dire, dès le début par exemple il y a un personnage de prêtre qui tient un orphelinat, dès le premier épisode il se casse, joué par Olivier Gourmet, dès le premier épisode il se casse. Pour toi Yuri. Dès le premier épisode il se casse et il y a personne qui tient l'orphelinat, tout le monde s'en branle, les enfants vont mourir de faim. Il y a aussi un point quand même sur lequel j'aimerais revenir. Ils sont obsédés par l'idée de retrouver cette gamine qui est la dernière descendante du diable, et à aucun moment ils se disent que s'ils tuent la gamine, du coup le dernier descendant du diable, ça devient le père, ça devient Nero, qui est le héros du coup, qui a priori est plus difficile à tuer vu que c'est genre un assassin et tout que sa fille. Mais personne n'y pense. Personne n'y pense, tout le monde s'en fout. Tu sens que ça se passe en France, mais du coup ça se passe dans des villes qui n'ont jamais été en France, dans un univers qui n'a strictement rien à voir avec la France. Ouais. Donc tu comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on te dit que c'est la France du début du XVIe siècle, parce que ça n'a aucun sens. Tout ça est complètement absurde. C'est-à-dire que vraiment on a l'impression que les mecs se sont dit on va pondre un truc complètement à l'arrache qui ressemble vaguement avec 2-3 idées qu'on a pompées du bouquin, et on va essayer de faire un machin qui ressemble à quelque chose. Est-ce que c'est parce que Netflix a débranché l'IP 15 jours avant le tournage et qu'il a fallu tout réécrire? Peut-être, hein, c'est pas impossible. Mais je veux dire, honnêtement, c'est une catastrophe. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais au-delà de l'IP, donc propriété intellectuelle, donc l'œuvre dont c'est adapté, c'est ça que ça veut dire. Dont ce n'est pas adapté, précisément. C'est pas adapté là en l'occurrence. Moi, j'ai eu l'impression de voir, et je sais pas si vous allez me rejoindre, Alban et Charlie. Vraiment, moi, j'ai l'impression de voir un Pirates des Caraïbes raté. Mais vraiment, j'ai pensé à Pirates des Caraïbes tout le temps, c'est-à-dire que cet anti-héros, je trouve que c'est un sous-Jack Sparrow. J'ai l'impression qu'il y a et après, ce que je sauverais de la série, que j'ai pas non plus du tout apprécié, c'est effectivement le fait d'essayer d'avoir un vrai anti-héros et d'essayer de faire un vrai gros divertissement. Mais enfin, tout à l'heure sur Chien 51, on disait c'est vraiment Minority Report 20 ans après en plus compliqué.
là c'est pareil quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bien pire quand même. Ça fait un peu Pirates des Caraïbes copie Clignancourt. Après, je trouve que mine de rien, ils ont des beaux décors, c'est quand même il y a de la thune. Il y a de la thune. Ouais, il y a de la thune et je trouve que pour un truc un peu époque semi-reconstitution parce que c'est un monde fictif ou pas, on sait pas trop. C'est quand même beau. Mine de rien, il y a quand même ce truc-là où... Comme quoi c'est subjectif. Non, mais... En fait, à part les personnages de pénitents qui sont absolument dégueulasses, où vraiment c'est ridicule, je suis assez d'accord, je trouve la reconstitution est assez Non, mais solide, pour une série française, j'étais quand même assez sur le cul. Je trouve que Pio Marmaille, bizarrement, est pas trop mal aussi, parce que moi, ce qu'il fait Pio Marmaille. Ce qu'il fait Pio Marmaille. Et encore, je trouve qu'il fait moins Pio Marmaille que d'habitude, parce que Pio Marmaille est doué pour jouer la cocaïne exclusivement. Et là, je trouve qu'il a un peu toned down, tu vois, ça sent qu'il a pris peut-être 2 petits tramadol pour faire passer ça. Et en fait, mais c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que t'as l'impression que tous les personnages sont au 16e siècle et que t'as juste genre Pio Marmaille qui a débarqué du 21e siècle et qui parle comme au 21e siècle au milieu de tous ces gens qui parlent au 16e siècle. Dans sa voix off. Et c'est à la fois ce qui fait que la série est un peu drôle, mais qui est pas vraiment très raccord avec cet univers en fait. Enfin, il y a un problème au niveau diégétique là-dedans. Et en fait, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi, à ce niveau-là, autant faire vraiment une série sur un mec qui débarque de 2025 pour arriver au 16e siècle. Et là, c'est quand même vachement plus drôle. Enfin, tu vois, genre ouais, grave. Enfin, et pourquoi pas pousser le bouchon, parce que c'est ça qui m'énerve un peu avec cette série, c'est pourquoi mettre autant d'argent dans un truc qui est aussi low-key en fait. C'est-à-dire que il y a des tas de trucs dans le même type d'univers à adapter qui sont trop bien. Je sais pas trop ce que c'est le fameux grand voyage ou je sais plus comment Gagner la guerre, pardon. Mais enfin, faites-nous une adaptation de l'Enfeust. Enfin, je veux dire, quitte à ce que ce soit avec Pio Marmaille, je m'en fous, mais faites-nous un vrai univers avec un truc un peu drôle, un truc un peu fun, un univers qui existe en fait, tout simplement. Tu mets le doigt sur un truc qui est assez intéressant, c'est que il y a une French touch dans la fantasy. Il y a beaucoup de trucs français de fantasy qui sont reconnus par les aficionados du genre. Complètement. Moi, je connais pas très bien, mais je veux dire, c'est reconnu et c'est solide. On a des univers, on a des gens qui ont taffé. Là, clairement, tout le monde s'en branle. Je veux bien avoir l'avis d'Alban qui a l'air d'être en train de... Qui est en train de désespérer dans son coin. Ouais, bah non, mais je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi, Charlie, quand tu dis que Pio Marmaille est plutôt bon. Alors moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Pio Marmaille en tant que personnage quand je vois en interview. Non, j'ai pas dit qu'il était plus bon, j'ai dit qu'il était moins pire que d'habitude. Ouais, moi, j'ai trouvé vraiment scandaleux. Et je suis assez content que vous ayez pas parlé de Camille Raza, peu cher Camille Raza. Oh waouh, mais non, c'est franchement, tellement dur. elle joue un personnage de sorcière qui vient en gros qui pourchasse Pio Marmaille et sa petite troupe qui est constituée autour de lui. Pire personnage. Et en fait, c'est complètement soit désincarné, soit beaucoup trop incarné, et ça fait mal aux yeux. Là, ça frôle le nanar pour le coup. Mais ouais, exactement. Mais du coup, il y a un côté presque qui me plaît, et dès que je la vois apparaître à l'écran, je me dis franchement, c'est pas mal, tu vois. C'est ça que je veux. Non, mais presque j'ai envie de voir ça, tu vois. Je me dis, si tu pousses un peu le bouchon de Pio Marmaille, où tu dis, il fait vraiment n'importe quoi, et tu lui laisses la liberté de le faire, et elle, quand on fait des caisses, tu te dis, pourquoi pas, tu vois. J'ai envie de voir Kaamelott, les gars. Mais c'est pas marketé comme ça, et c'est pas du tout la volonté de la série. Après, je trouve que le second problème, c'est que tous les personnages autour de Pio Marmaille sont inexistants. Oui. C'est-à-dire le père Horace là, Olivier Gourmet, qui est ruiné là. Mais c'est genre scandaleux comment à la fois, que son personnage ne serve à rien, à la fois dans l'histoire et à la fois dans les relations qu'il tisse avec son équipe. Tu vois, tu te dis mais je sais pas, donne-lui quelque chose à faire. Tu vois, donne-lui une trajectoire, donne-lui un destin, donne-lui un rôle. J'ai l'impression qu'il est pas cohérent. Moi qui ai vu que les 3 premiers épisodes, il est pas toujours. En fait, tu comprends qu'il a éduqué un peu la petite de Nero qu'ils vont chercher dans l'orphelinat, etc. Ça, j'ai compris, ouais. Et en fait, il est censé, bon, on va pas spoiler, mais il est quand même censé être le gars qui va donner cette petite pour qu'elle se fasse tuer. Et en fait, tu comprends à la première seconde qu'il a pas envie de le faire et que potentiellement il le fera pas, tu vois. Et pourquoi tu crées de l'enjeu autour de ça alors qu'en fait tu sais très bien que ça va pas devenir. L'autre point qui m'a fait péter de rire, c'est les pénitents. Enfin, genre en fait on a une bande de cassos qui se baladent dans des villages. Bon, ils terrassent tout le monde et tout ça et tu le vois un peu, mais ils jouent aux osselets, les gars. Ouais. Ils sont complètement gogoles et ils hurlent pénitents pendant tout un épisode. En fait, c'est une espèce de version caricaturale badante de Savonarola, enfin de ce prédicateur italien au XVIe siècle qui justement a lancé une espèce de contre-révolution dans la République de Florence, qui a dégagé les Médicis et qui a fait une espèce de moines fous qui étaient des gros beaufs qui tuaient des gens, quoi. Enfin, je veux dire, c'est moi je veux voir la même série que toi, Alban. Je crois qu'on est hyper d'accord. Moi je veux voir celle-là. Sauf que là, je suis d'accord, c'est ridicule. Tu passes l'épisode 2, t'as un mec qui
toujours dans tes oreilles. Pénitent! Dis là, mais qu'est-ce que tu me fais là? Arrête-toi, tu vois. Et genre, fait n'importe quoi. Et le dernier point que je voulais soulever autour de cette série, c'est que cette série n'a absolument rien à nous dire. C'est-à-dire que si tu cherches, si tu vois rien dans les personnages, tu te dis qu'est-ce qu'il a voulu me dire. Parfois, en fait, ça peut être presque rassurant, mais là, il y a rien. En fait, c'est complètement creux. Ces personnages n'ont rien à nous dire et cette histoire n'a rien à nous dire qui ne nous a pas déjà été dit en beaucoup mieux fait, à la fois dans la littérature, dans les films ou dans les séries. Donc en fait, ne vous infligez pas Nero. Enfin, si vous voulez voir Pio Marmaille dans un personnage comme ça, regardez les Trois Mousquetaires, tu vois. Oui, c'est nettement mieux. Et c'est pas forcément extraordinaire. Non, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et en plus, tu crois à ce personnage dans les Trois Mousquetaires. J'avais pensé qu'on allait reco les Trois Mousquetaires. Mais non, mais là en plus, tu crois même pas que c'est un assassin. Enfin, tu vois, genre, tu le vois, tu le dis, mais ça marche pas. Il y a 2-3 scènes d'action qui passent. Il y a la scène, moi pour le coup, qui est une des scènes que je chose dans l'épisode 1, parce que c'est la présentation du personnage. Je me suis dit, ils vont aller sur ce terrain-là. Qui est complètement pompé d'ailleurs au premier chapitre de Gagner la guerre, où c'est globalement la même chose. Il raconte le fait que c'est le premier épisode, donc je me permets de parle de la voix off, on n'a pas parlé de la voix off. Voilà, mais du coup, là, il raconte, c'est une question de la voix off, mais il raconte à quelqu'un comment il a vraiment tout fait pour sauver un mec. Oui. Et évidemment, on a la scène qui nous montre exactement l'inverse. Et moi, je me suis dit, ok, donc en fait, on va avoir un truc de décalage, tout. Ça ne revient jamais. Oui. Non, mais c'est sûr. Ça ne revient jamais. Non, mais surtout, cette voix off est très dure. La voix off est complètement ratée, les personnages sont complètement ratés, l'histoire est complètement ratée. La gamine n'existe pas. Elle a 3 phrases. Pas du tout. L'univers est complètement bidon. En fait, ça se demandait si ils ont pas. En fait, je sais pas. Soit ils sont vraiment nuls, qui savent pas faire. Ouais. Mais bon, c'est à ce stade, en fait, c'est vraiment très compliqué. Franchement, ce serait facile si les gens étaient toujours nuls et qu'ils savaient pas faire. Je pense soit ils ont, en fait, il y a eu un problème dans la production du truc et ils ont été obligés, en fait, de tout changer à la dernière minute. Et donc, ils ont fait un peu n'importe quoi parce qu'ils avaient pas le choix. Soit, enfin, je comprends pas bien ce qui s'est passé, mais c'est un accident industriel total. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas possible, en fait, d'écrire ça. Il y a rien du tout. Tout le monde s'en branle. Enfin. Oui. Et en fait, à la fois, il y a rien. Et quand c'est écrit quelque chose, c'est mal fait. Moi, il y a une scène qui m'a traumatisé où en gros où il y a le vice-consul qui devient consul. Oui. Louis-Do de Langsan. Oui, qui, tu sais, ils mettent une potion dans le mec qui est décédé par la sorcière, machin et tout. Il va lui couper la tête avec l'autre qui bégaye là. Oui. Et ensuite, il lui coupe la tête en galérant, ça dure 30 secondes. Et ensuite, elle est un peu choquée, tu vois, elle vient de couper une tête à main nue et le gars il dit ça va pas. Tu sais, t'es là, mais bien sûr que ça va pas. Non, mais c'est pas possible, tu vois. Non, mais c'est gratos. Tu coupes pas des têtes tous les week-ends. Charlie, est-ce que c'est au moins un bon divertissement du dimanche soir bourré? Je pense qu'il faut plus que de l'alcool à ce stade. Les gens qui regardent pas sur YouTube, ils ont pas vu ta tête. Non, mais je l'ai regardé pendant mes shifts la nuit en mode vas-y, je me fais un petit truc tranquille en bouffant ma pasta box. Et en fait, milieu d'épisode, et pour le 1 et pour le 2, parce que j'ai pas pu dépasser le 2, j'ai arrêté en fait. Tu vois, ça m'a pas pris. Et je trouve ça dommage parce que moi, j'avoue, j'ai fait ma vaisselle devant. C'est la base de la série d'aventure, c'est que ça t'emporte dans un truc. Tu vois, genre, je sais pas, il y a un trésor à trouver, il y a un duc à aller tuer, il y a une forteresse dont il faut s'échapper. Et le but, c'est que t'as envie d'être avec ces personnages, t'as envie de les suivre, mais là, vraiment, t'es genre, I don't care. Parce que ce qui est fou, c'est que Gagner la guerre, c'est une sorte de thriller politique. Sur justement en fait le livre s'appelle Gagner la guerre parce que précisément en fait ça parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire de gagner la guerre et qu'est-ce que ça implique. À ne pas confondre avec l'art de la guerre. L'art de la guerre, mais donc c'est un bouquin qui est vachement intéressant aussi c'est qu'il y a des choses à raconter, qui est vachement bien fait et qui a vraiment rien à voir avec ça, qui aurait eu des difficultés d'adaptation pour diverses raisons, parce que je pense que narrativement c'est pas simple et qu'il y a des choses qui passent en bouquin qui seraient pas passées facilement en série. Tu sais notamment que c'était vraiment très sombre. Et il y a des trucs ardos qu'on n'aurait jamais pu faire dans une série, enfin qui sont dans le bouquin, ou quand tu le lis t'es là genre pardon, c'est vraiment ça qui se passe. Bah oui. Mais du coup clairement lisez le bouquin, c'est vachement bien, c'est hyper bien fait et hyper malin, hyper bien écrit. Regardez pas ça quoi. Et surtout de ce que tu nous dis du bouquin, j'ai l'impression qu'en fait ça dessine une sorte de gros thriller politique avec plein de micro-enjeux qui se recoupent. Là dans la série, à contrario, c'est un seul enjeu, une seule destination pour les 4 premiers épisodes. Et en fait, même ce truc de pénitent qui pourrait nous dire quelque chose, il pourrait développer d'autres enjeux dans la série, d'autres histoires. Il y a rien du tout en fait. Mais surtout ce truc de pénitent, pardon, mais c'est ce qu'on voit dans une des saisons de Game of Thrones avec les moines. Enfin, il y a un moment, tu faisais la vanne, enfin Port-Royal, quand tu regardes cette série, tu te dis juste. Port-Royal, non, le bled s'appelle La Martine. Ah oui, mais après il parle d'un autre endroit qui s'appelle Port-Royal. Il disait que ça ressemblait à Port-Royal. Un petit peu. Un petit peu, non mais grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas depuis tout à l'heure de se dire qu'on est en train de faire des critiques de films Wish, de choses qui existent avant. Là quand même, tu te dis, enfin, je veux dire.
juste Game of Thrones, même les spin-offs de Game of Thrones. Enfin, à un moment, tu vois. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et puis je trouve que l'univers est pas clair du tout en fait. Il y en a pas. Genre, personne s'est fait chier. Au début, je comprenais pas qu'il y avait de la magie dedans. Et je me suis dit, attends, mais la Martine, est-ce que c'est une ville fictive ou pas? Ils disent que ça se passe en France en 1502 ou un truc comme ça. Est-ce que c'est vraiment, enfin, et je trouve qu'il y a la frontière entre le réel et le pas réel et pas du tout. Et ça a l'air d'être un micro-monde aussi, c'est-à-dire que les gens passent leur temps à se recroiser, tous les, enfin, il y a rien. Tout le monde s'en bat les couilles. Vraiment, je pense que tout le monde a fait ça n'importe comment et qu'il y a pas de. C'est très l'univers n'a aucun sens. Hein. Et après, il y a un enjeu de sécheresse. Il en remet des couches à chaque fois. En fait, pour rejoindre le truc que Charlie a dit, c'est-à-dire que oui, il y a de la magie à un moment, il y en a pas, et à un moment, il marche, et en fait, tu te rends compte qu'il y a de la sécheresse, et tu te dis, mais ça, dès le début, c'est écrit dès le début. Mais c'est écrit dès le début qu'il y a une sécheresse, et il y a un truc avec un fleuve à un moment donné. Mais clairement, dans les villes, ça ne pose de problème à personne. C'est-à-dire qu'à Lamartine, ils ont rien à bouffer, mais c'est pas grave. Manifestement, tu vois. Tout ça n'a aucun sens. Vraiment, personne s'est fait chier. Ça n'a aucun sens. Après, regardez quand même si vous voulez voir Camille Raza dans chaque épisode. Regardez que Camille Raza. Un petit mash-up. Et qui regarde avec des yeux comme ça, il fait genre. On fera des édits de Camille pour TikTok. Là, en fait, c'est terrible, c'est que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que évidemment, c'est une catastrophe, mais en fait, c'est le décalage entre ce que elle joue et ce que les autres jouent, et personne ne joue la même chose. Et du coup, t'as l'impression que la pauvre, on lui a dit vas-y à fond, et en fait, du coup, il y a un décalage qui fait que c'est terrible. Exact. On dirait un personnage de Yu-Gi-Oh. Oui, mais ils ont tous des perruques en plus. Yu-Gi-Oh, putain. Bah, regardez Yu-Gi-Oh, les gars. C'est hardcore, mec. Non, et puis je trouve que c'est dommage parce que c'était vraiment l'occasion de raconter une histoire dans un univers médiéval fantastique qui soit différent. Et tu franchement, vois, une fois qu'une série française a l'ambition de faire une série de fantasy un peu gros budget. Et qui est justement pas médiéval, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la Renaissance. Et donc, du coup, c'est pas complètement le Moyen-Âge avec les fanatiques religieux et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Bref. Non, mais il y avait tellement de trucs plus intéressants à faire que ça, tellement de trucs plus nouveaux, tellement. Le bouquin est vraiment bien. Le bouquin est vraiment super. Lire le bouquin. Fuyez ce Nero. Fuyez pauvre fou, n'y allez pas. Pénitent. Et c'est tout de suite l'heure du focus. On laisse un peu les rires. Est-ce qu'on peut laisser un peu les rires pour les gens? Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Bon, on va essayer de se calmer un petit peu et de parler d'un sujet sérieux. Le focus du jour, on s'est demandé pourquoi les musiciens, quand ils sont représentés au cinéma, ils ont toujours des problèmes. Alors, je disais en intro, ils sont maudits, ils sont névrosés, ils sont pas d'argent, ils sont fauchés, ils sont pauvres, voilà. Ils ont toujours des gros problèmes. Déjà, évidemment, je me tourne et je ne vais pas résister. On n'a toujours pas de toute façon, maintenant, c'est acté. Consul allemand. Eh bien, oui, c'est quoi le début des musiciens? Non, mais en fait, faut arrêter d'annoncer ce truc comme ça. Je pense que là où je vais me démarquer, c'est que je vais parler d'avant 45. Et ensuite, je reviendrai de temps à autre. Tu vas remonter à la Renaissance. Bien sûr, 1502. Gilgamesh. Est-ce que dans Gilgamesh, il y a des musiciens? Probablement, en fait. Ils étaient déjà là. Il faut faire un nouveau générique mini de Gilgamesh. S'il vous plaît. Non, effectivement, je me suis un peu demandé s'il y avait eu si cette figure du musicien maudit, elle existait depuis le début. Et en fait, des figures de musiciens dans le cinéma, il y en a toujours eu. Je pense que le terme même dans le muet. T'es vraiment fier de ta vanne, ça. Genre au point que t'as pas pu la dire correctement parce que t'étais mort de rire en la disant. C'est ça qui est en train de se passer. Il y en a. Genre la musique dans le cinéma muet, t'es vraiment mort de rire. Voilà, c'est la fin du focus. C'est super. La qualité de ces émissions baisse. 2 minutes en minute. On se met au niveau des trucs en critique. Je sais pas comment réagir. Pardon, je parle trop malaisé. Ignore-moi, il est déstabilisé là. Alors figure-toi qu'il y en a dans le muet, Elisabeth. Wow. On a plusieurs adaptations muettes de Tribly. Dont en gros Tribly c'est un film qui raconte l'histoire de Svengali qui va manipuler et détruire une jeune chanteuse. Dont une adaptation d'un réalisateur qui s'appelle Maurice Tourneur, qui est d'autre que le père de Jacques Tourneur. C'est la seule info que j'ai. Ok. Yes. Encore dans le muet. C'est un Nepo Baby du coup, Tourneur. Ouais. Ouais, c'est un épo. Enfin, après Maurice Tourneur, il était déjà dans le milieu, mais il a pas fait des chefs-d'œuvre. Et puis à l'époque, c'était pas extrêmement prestigieux d'être dans le milieu aussi. Ouais, c'est sûr, beaucoup moins que maintenant. On a d'autres films, avec un film dans les années 20 qui s'appelait L'homme qui jouait être Dieu de monsieur John J. Adolphi, avec George Harlis, qui raconte l'histoire d'un pianiste, en fait, qui, lors d'un concert, lors d'une sorte d'explosion, qui devient sourd et qui lui montre, en fait, sa déchéance depuis cet accident jusqu'au moment où il va
par son handicap, il va réussir à transformer sa vie et son destin. Mais on montre quand même une forme d'errance et en tout cas une forme de poète, enfin d'artiste maudit dans ce film-là. Ensuite, on a bien sûr les premières adaptations du roman de Gaston Leroux, bien avant celle de Palma, du film Le Fantôme de l'Opéra. Dans lequel Eric, qui est un musicien mutilé et hanté, revient se venger. Ça parle beaucoup encore une fois, de monstruosité, de psychologie, d'artistes, en tout cas de personnages assez maudits, même si on n'est pas du tout dans les mêmes thématiques qu'on va voir dans le cinéma contemporain, de déchéance, alcool, drogue, etc. On est encore sur d'autres formes de narration et de représentation de l'artiste maudit. Ensuite, on va avoir des films un petit peu plus décalés, enfin pas décalés, mais qui sortent vraiment de cet univers-là pour montrer des personnages noirs américains, chanteurs ou musiciens dans le cinéma hollywoodien dans les années 30 jusqu'aux années 40. Le premier, soi-disant, film parlant, le chanteur de jazz en était un, mais il y a aussi Alléluia de King Vidor qui va justement montrer des personnages noirs américains incarnés par des personnages noirs américains, pas comme c'était le cas du chanteur de jazz qui était un gros blackface, quoi. Là, on est vraiment sur un réalisateur qui montre à la fois une communauté et qui la montre autrement que par les personnages sur lesquels ils étaient en général affiliés, c'est-à-dire soit des personnages d'alcooliques, soit des personnages complètement naïfs, ou en tout cas des personnages trop légers ou inconscients. Inconsistant même. Et ensuite on va avoir des films tels que L'Ange Bleu avec Marlène Dietrich qui montre aussi un autre univers de la chanteuse et en tout cas de la déchéance que le monde de la chanson, le monde de la musique peut amener, soit pour quelqu'un qui les écoute ou qui tombe amoureux, soit pour l'artiste en elle-même. Enfin voilà, on a toute une série de films comme ça qu'on peut complètement affilier à cette mouvance-là. Et à partir des années 30 jusque dans les années 40, on va avoir des films qui ressemblent plus dans la représentation et dans les imaginaires des chanteurs ou des chanteuses maudites qu'on peut connaître aujourd'hui, notamment avec la première adaptation de A Star is Born, de William Wellman avec Janet Gaynor, qui repose en fait sur les mêmes archétypes que dans le film de Bradley Cooper, avec une forme de star en déclin, détruit à la fois par l'alcool et la jalousie. Et le dernier film dont je voulais vous parler, c'est des films qui adaptent ou en tout cas qui font des biopics à la fois sur des vrais compositeurs, Chopin, ou des vraies cantatrices. Un film sur la cantatrice suédoise dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Jenny Lind. Voilà, un film qui date des années 30. Et le dernier des derniers, c'est un double film, un film suédois et son remake hollywoodien avec Ingrid Bergman, qui s'appelle Intermezzo, pardon. Le premier de Gustave Molander et le deuxième de Grégory Ratov en 1939, qui traite encore une fois de passion amoureuse et de destin un peu contrarié par cette passion amoureuse. Et ça rejoint aussi le film de Desplechin où on a une sorte de dualité ou de confrontation entre la passion ravageuse de la musique ou d'une activité liée au chant ou à l'instrument contre versus passion amoureuse et vie de famille et vie rangée. On a vraiment cette dualité-là en général dans tous ces films-là. Ça n'a rien à voir avec Intermezzo de Keshish. Non. Ça n'a rien à voir avec Intermezzo de Keshish. Je me demande s'il n'y a pas des petites influences dans le roman de Sally Rooney, Intermezzo. Ah. Où je crois qu'il est j'en profite pour vous dire qu'on va pas développer sur d'échecs, ouais. Sur qu'on va pas développer tout ce qui est biopic parce qu'on avait déjà consacré un focus aux biopics musicaux et on vous a demandé quand même quels étaient les films sur des musiciens que vous avez aimés. On a eu Inside Llewyn Davis, on a eu Whiplash, on a eu Tar, on a eu Amadeus, on a eu The Commitment, Phantom of the Paradise, Sing Street et Hedwig and the Angry Lynch. Bon, ok, c'est une chanteuse, mais c'est un instrument de musique. Hedwig and the Angry Itch. Itch, c'est quoi? T'as dit Inch. Du coup, c'est quand même pas tout à fait pareil. Oui, c'est pas tout à fait pareil, effectivement. Il y a pas eu Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, moi j'avais mis Walk Hard. Et t'as dit quoi? J'avais mis Walk Hard, mais c'est Walk Hard, ouais. Effectivement. Alors on va peut-être commencer effectivement par parler de la figure de l'artiste maudit. Évidemment le musicien souvent c'est un archétype romantique, tragique du musicien dont le talent il est indissociable du fait de souffrir, d'être seul, de s'autodétruire, etc. D'être dans la marginalité. C'est un peu une sorte de mythe fondateur au cinéma. C'est quelque chose qui t'agace toi maintenant? Je sais pas si c'est quelque chose qui m'agace dans les biopics beaucoup, parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, je trouve, mais que ce soit dans les biopics ou dans les films sur les musiciens, c'est qu'en fait, ça parle quand même rarement de musique, en fait. Enfin, c'est toujours un prétexte. Et Yuri, qui est lui-même musicien, dit que très souvent, il trouve que c'est
excessivement mal fait d'ailleurs, le rapport à l'instrument, le rapport à la musique des musiciens aussi. Mais parce que je pense que ça en fait, j'ai l'impression que les réalisateurs ont ils ont l'impression que ça va pas intéresser les gens et les spectateurs de voir vraiment un film qui parle vraiment de la musique. Donc en fait, c'est un prétexte pour parler de cette figure de Whiplash les contredirait. Et c'est exactement ce que je veux dire. J'ai pensé à 2 films. J'ai pensé à Whiplash qui est quand même beaucoup sur ce musicien, mais qui est surtout sur la quête de la perfection dans la musique. C'est quand même vraiment un film sur la musique. Et j'ai pensé à un autre, c'est Sound of Metal de Darius. Oui, sur ce type qui devient sourd justement. Voilà, sur ce batteur avec Riz Ahmed qui devient sourd, et du coup vraiment le film est vraiment sur la musique, et d'ailleurs il y a un travail sur le son qui est assez dingue parce qu'on est vraiment dans sa tête et on entend son ouïe décliner. Mais sinon je trouve que c'est quand même rarement des films qui parlent de musique, et en fait les problématiques que rencontrent, c'est ça, voilà. Les problématiques que rencontrent ces musiciens, elles sont presque interchangeables avec des films qui parleraient de n'importe quel art presque, j'ai l'impression. Moi, ce que je trouve un peu paradoxal, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que ça pourrait, en fait, le musicien est pris vraiment comme une figure d'artiste maudit, et que ils essayent de pas toucher à la musique quand ils parlent de musique, et du musicien dans les films, alors que précisément la musique, c'est probablement l'art le plus cinématographique, dans le sens où il y a toujours de la musique dans les films. Depuis qu'il y a du cinéma parlant, globalement, on met de la, voire même dans le muet, il y avait de la musique. On met de la musique dans les films, et donc précisément montrer les musiciens, montrer de la musique, parler de musique au cinéma, c'est un truc qui est presque évident. Et donc c'est vrai que c'est particulièrement bizarre de se dire que il y a des gens qui font du cinéma, qui vont mettre de la musique dedans, qui veulent parler des musiciens et de musique, mais qui se refusent, en fait, comme une espèce de refus d'obstacle, de parler de musique, et qui du coup enchaînent un peu des clichés d'artistes maudits, et qui, mais sans réfléchir et sans aborder finalement la spécificité de la musique en tant qu'art. Ce qui est assez curieux et franchement souvent raté. C'est-à-dire que, il y a pas beaucoup, je trouve, de musiciens très bien montrés au cinéma. Rarement, en tout cas en musique classique, c'est particulièrement évident. Mais... Ça, je sais pas, je crois que moi j'ai du mal à voir. Si, je trouve que des fois c'est fait de façon extrêmement grossière, et on voit bien que les acteurs ne sont pas musiciens, mais je sais pas si j'ai vraiment l'œil pour ça. Mais même, je trouve que la musique, elle est rarement représentée de façon très joyeuse, quoi. Il y a quasiment aucun film sur des musiciens. Ouais. J'ai pensé aux choristes, par exemple, ça, où il y a peut-être mais sinon c'est. Les choristes, l'univers est dur, mais ils s'en sortent par la musique. Voilà. Mais alors ça, justement, des fois c'est un cliché aussi. Voilà, c'est exactement ça, parce que j'allais dire, c'est aussi la famille Bélier dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. En fait, oui, parfois c'est un des clichés où c'est une façon de s'en sortir, et ça nous tire vers le haut. Mais pour ça, souvent, je trouve qu'il faut quand même qu'à la base, le musicien, il ait ce talent inné, quoi. Il y a aussi je trouve ce cliché-là du musicien qui a ce talent qu'on détecte quand il est tout petit. Et puis voilà. Et en fait, c'est le seul moyen de devenir un bon musicien, c'est si t'as ce talent là à la base, aussi parce que filmer le travail, c'est chiant. Peut-être. Je pense qu'il y a un peu de ça. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein d'œuvres et plein de biopics ou de films en général, où par exemple quand quelqu'un doit avoir l'idée d'un son, je sais pas quoi, c'est vraiment, il va entendre genre un petit tapotement sur une table, il va dire c'est une bonne rythmique, et tu passes à la scène d'après et il a composé la chanson. Pardon, filmer le travail, je trouve pas ça chiant. Filmer le travail, c'est penser comme chiant. Mais je suis d'accord, c'est très bien fait, ça peut être super. Mais ça pourrait être très bien. Non, bien sûr. Mais un autre film aussi qui a détourné un peu, je trouve, ce cliché du talent inné comme ça, c'est Amadeus sur Mozart, mais parce que c'est un biopic, mais c'est un espèce d'anti-biopic. Ça parle pas de musique. Et puis ça parle pas de musique. On est beaucoup du point de vue de Salieri, qui est justement pas le génie. Ouais. En tout cas sur comment c'est raconté. Mais en tout cas, du coup, parce que là on parle des films qui entre guillemets du coup évitent un peu ce cliché. Mais tu parlais Alban de Star is Born. Typiquement, Star is Born, on a cette idée de se détruire dans l'alcool, etc. Enfin, il y a beaucoup cette espèce d'idée là que c'est en s'auto-détruisant qu'on va toucher le génie, en fait, quelque part. Oui, parce qu'on en revient toujours à cette figure du génie qui est indissociable de la souffrance, quoi. Et en fait, tous ces films racontent toujours quelque chose d'hyper sombre, quoi. Et c'est très étonnant. Parce que aussi, je pense que la musique, mais il y a plein d'arts qui sont représentés comme ça au cinéma, est prise sous le prisme de la performance, quoi. C'est-à-dire qu'il faut exceller, machin. La réalité, c'est que la majorité des musiciens sont des musiciens amateurs qui grattent de la guitare ou de leur aujourd'hui, c'est sûr. Et oui, non, mais du coup, c'est rigolo que ce genre de représentation existe pas du tout, parce que l'art, c'est quand même censé à la base être un truc d'émotion qui nous rassemble, et quelque chose de positif. Et je trouve ça fou que le cinéma effectivement ne s'intéresse pas à ce parti pris là, mais parce que je pense que dans la tête des gens, ça crée pas d'enjeu, et en même temps, en fait, peut y avoir un truc super beau, et c'est pour ça que
Typiquement, je crois que c'est dans Annette, il y a une scène comme ça avec un chef d'orchestre qui dirige un orchestre, si je dis pas de bêtises, et la caméra tourne plusieurs fois autour de, et c'est une des seules fois au cinéma où je me suis dit waouh, là j'ai l'impression que on réussit à montrer avec une forme de douceur et sans forcément faire des caisses le pouvoir assez hypersensible de la musique, parce que ça, il y a aussi des questions de mise en scène, de comment tu illustres en fait un ressenti sensible. Enfin, moi j'ai déjà assisté à des concerts de musique classique, à part que les musiciens ils respirent fort et qu'ils sont passionnés dans leur tête, en fait je pense que le truc fort il se passe à l'intérieur d'eux, ou alors quand t'es dans la salle, mais de réussir à le rendre sensible sur la pellicule ou le capteur de cinéma, je pense que c'est hyper compliqué, et du coup les réalisateurs sont un peu dans Fanfare, je trouve que la scène finale, je sais pas qui a vu en Fanfare, est aussi assez, c'est une séquence d'orchestre dirigée par Benjamin Laverne qui est chef d'orchestre, mais aussi il y a tout l'enjeu du film parce que tout le monde se mélange, la fanfare et l'orchestre symphonique. C'est une très belle scène d'orchestre pour le coup, et avec un Benjamin Laverne très habité et très bon chef d'orchestre dedans, je trouve, très crédible. Non, on va continuer. Vas-y. Après, je pense qu'il y a un trope qui est assez... qui survit énormément dans l'art en général, qui est ce truc de la souffrance pour l'art, en fait. Moi, j'ai 2 de mes potes qui font des chansons où ils parlent de leur peine de cœur, et les 2 m'ont dit au moins une fois, si jamais je suis heureux dans ma relation, comment je vais faire pour écrire mes chansons, tu vois. Je trouve ça horrible, genre ce genre de mode de pensée. Et les gens ont dit ça sur le dernier album de Taylor Swift, genre il est tellement mal écrit par rapport à ses albums d'avant, c'est parce qu'elle s'est mariée et du coup elle vit plus de peine de cœur. Parce qu'elle est heureuse, et en fait je trouve ça dommage, cette idée que moi par exemple, tu vois, genre pour avoir fait un peu de musique, les seuls trucs que j'ai écrits un peu en mode peine de cœur, je les ai écrits vers 27-28 ans, alors qu'avant j'ai fait de la musique consacrée à plein d'autres choses. Enfin, il y a tellement d'autres choses à exprimer. Tu vois l'œuvre de Björk par exemple, qui va parler d'amour, mais qui va parler aussi de l'univers, des galaxies, des atomes, de sa machine à laver. Enfin, après c'est Björk, c'est particulier. Ouais, mais non, mais tu touches à un truc qui est qu'effectivement que en tout cas dans la représentation qu'on s'en fait dans l'art, il y a toujours une idée que tu parles qu'en fait tu parles que toi à travers ta musique, et que donc c'est indissociable. Et puis limite que seule la souffrance crée du bon art, et c'est ça le problème. Ouais, mais ça va aller sur le deuxième point dont j'avais envie de parler, qui est qu'en fait, en plus de effectivement une position d'artiste maudit, très souvent c'est des artistes qui sont un peu en lutte contre une condition. Alors ça peut être une lutte sociale, ça peut être la précarité du métier dans lequel, enfin de ce métier de musicien, ça peut être l'origine modeste, ou ça peut être d'autres choses. Leur corps, on parlait de gens qui deviennent sourds parfois. Enfin, je pensais à Maestro de Bradley Cooper, où lui c'est une histoire, c'est l'histoire avec sa femme, évidemment son homosexualité, etc. Il y a plein d'exemples, mais en tout cas c'est des personnages qui sont où c'est-à-dire que si ils réussissent artistiquement, ils vont être mis en tension avec quelque chose qui va les empêcher de... Après, je dis pas qu'il faut pas d'enjeu dans un récit, mais je pensais à De battre mon cœur s'est arrêté, je pensais à Inside Llewyn Davis, ou alors pour le coup ça c'est intéressant parce qu'on est du point de vue d'un, entre guillemets, d'un loser, en tout cas d'un mec un peu mid, mais en tout cas il y a toujours... Oui, tu voulais dire un truc? Je veux dire, c'est assez rare ça, je trouve. Ah mais ça c'est hyper intéressant. J'ai l'impression que majoritairement les musiciens c'est toujours représenté quand même dans des milieux quand même très bourgeois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, genre la plupart de ces gens-là c'est des gens qui ont de la thune, quoi. La précarité dans le milieu de la musique, c'est quand même un truc qui est genre qui touche énormément de musiciens, et je trouve que c'est pas tant représenté. Ça peut être bien représenté, notamment le film Suprême sur NTM. Exactement. Où justement là c'est bien fait. Oui, si je peux faire une petite nuance, ce que je voulais dire c'est que c'était des luttes contre un certain type de conditions. Celle qui est la plus représentée, c'est plutôt des gens qui vont s'extraire de leurs conditions sociales par la musique, mais effectivement la précarité du métier de musicien, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est moins représenté et qui est en fait assez intéressant, et Inside Llewyn Davis je trouve un très bon exemple de ça. Mais surtout je pense qu'il y a un truc qui est déjà en fait faut aussi être un peu honnête vis-à-vis des gens qui écrivent des films et des trucs, c'est que le milieu de la musique a énormément changé en 20 ans, c'est-à-dire que ça c'est complètement tout a changé, littéralement tout a changé, et même récemment en fait ça a encore changé beaucoup par rapport à il y a 10 ans. Enfin c'est un milieu et c'est un système qui bouge très 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 vite, donc c'est assez difficile en fait d'être toujours hyper au taquet sur comment fonctionne le monde de la musique, etc. Même aujourd'hui. Donc je peux comprendre que l'objectif c'est pas forcément de raconter à un instant T comment est-ce que c'est difficile d'être musicien ou pas. C'est parce que c'est un sujet qui est à mon avis très complexe et qu'il est difficile de rattraper. Après c'est vrai que tu parles de précarité financière, etc. et de difficultés pour un musicien, c'est assez réel pour pas mal de musiciens, on va dire entre guillemets de musique populaire, parce que on oppose musique populaire et musique classique. Quand je dis musique populaire, ça veut dire en gros tout type de musique qui ne sont globalement pas de la musique classique.
c'est assez vrai et c'est assez et en général quand on parle de ce genre de gens on montre justement des trajectoires ascendantes où en fait au contraire ça va devenir des stars et que ça va potentiellement poser des problèmes. Dans la musique classique c'est un sujet qui est très différent parce que en fait c'est un milieu qui attire beaucoup moins de monde, qui est beaucoup plus organisé, dans lequel on va trier des gens de manière beaucoup plus tôt. Et donc les gens qui arrivent à avoir des espoirs professionnels dans la musique classique, c'est des gens qui arrivent à en vivre. Donc t'es pas du tout dans un type de précarité financière qui est la même. Ce qui montre en fait encore en plus, genre, je trouve la difficulté qu'a le cinéma de manière générale, les séries aussi, de montrer qui sont en fait les gens qui font de la musique classique et comment ils sont présentés par des types, souvent des artistes maudits, des personnages qui ont des problèmes de couple, etc. Alors que... C'est aussi ça, c'est que c'est souvent des problèmes, il y a beaucoup des problèmes amoureux ou autres, typiquement de piano. Amoureux et qu'en fait la musique ne reste, et le musicien ne reste que dans le background. La réalité, c'est que pour être musicien classique, c'est extrêmement difficile, ça nécessite un niveau de travail en fait qui est un peu inconcevable pour quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui n'a jamais vu quelqu'un devenir musicien classique pour de vrai. Et donc du coup, c'est des gens qui, pour la plupart, ont passé plus de temps à faire de la musique qu'à se faire des amis. Donc c'est des gens très étranges, très excentriques. Moi, tous les musiciens classiques que j'ai pu voir, ils sont tous à moitié cinglés. C'est-à-dire que c'est pas du tout des gens qui ont des vies petits bourgeoises dans leurs appartements parisiens. C'est des déglingos. C'est-à-dire ils font des gens n'importe qui font des malaises en sortant des ascenseurs finalement. Je veux dire, je sais pas, ils font des gosses à droite à gauche, ils picolent, ils prennent de la drogue. Enfin, il y a c'est des personnages quand même assez border parce qu'il faut aussi pouvoir relâcher la pression de tout le travail qu'il y a derrière et que il y a une question sociale en fait vraiment particulière du fait que ils ont vraiment passé toute leur enfance à faire de la musique en fait. Mais ça, tu trouves que c'est... Moi, je trouve que c'est extrêmement mal fait. C'est mal représenté, que c'est mais mal représenté. Ouais. J'ai l'impression que pour le coup, des personnages de musiciens entre guillemets, un peu déconnectés de leurs émotions de la réalité. Vous parliez de Charlotte Rampling. Tu vois, je pense à la série Philharmonia. Je trouve que pour le coup, c'est beaucoup des choses. Ouais, mais sans être déconnectés de leurs émotions, mais juste en fait. Ils font n'importe quoi, tu vois. Et c'est pour ça que Whiplash, je trouve ça assez intéressant parce que c'est justement un type qui sort complètement d'un monde social normal et qui commence à devenir odieux et à moitié fou parce qu'il veut faire de la batterie. Et ça, je pense que ça, c'est plutôt un truc que moi, j'ai vu, quoi. Sachant qu'en plus, la batterie, c'est pas un instrument qui est très représenté, en plus de ça. En plus. Mais je trouve que du coup, le biais de ça, c'est que très vite, on dérive vers des personnages assez monstrueux. Enfin, tu parles des musiciens qui peuvent avoir un côté un peu... il faut vraiment avoir un peu un grain, en fait, pour être là-dedans. Ouais, tu vois. Mais ça, je suis d'accord. Mais du coup, la façon dont ils sont représentés au cinéma, c'est tout de suite... on revient à Charlotte Rampling dans Deux pianos, où je pensais à Tar aussi, où c'est tout de suite des personnages de monstres, ou la pianiste d'Isabelle Huppert. Ou de Haneke, ouais, voilà. Tar de Todd Field. Voilà, la pianiste d'Haneke. Tout de suite, on en vient à des espèces de monstres complètement dégénérés, quoi. Et c'est... Mais du coup, tu sens que c'est difficile de réussir à trouver le bon curseur. Clairement, le bon curseur. Alors pour parler de ça. Milieu absolument... C'était fascinant, quoi. Fascinant à raconter. La musique classique, je pense que c'est comme la danse classique. Après, c'est peut-être moins cinématographique, mais c'est des milieux tellement hiérarchisés, tellement de ça. Enfin, il y a plein d'enjeux, de conflits, de pouvoir, de compétition. Mais après, hyper intéressant. Je me demande, on en revient toujours un peu au nerf de la guerre là-dessus, si en fait, il n'y a pas aussi cette idée, entre guillemets, que ça va pas suffire. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est un univers qui peut sembler un peu fermé, ou en tout cas pas très facile d'accès, et que donc il va falloir rajouter des enjeux. Donc je pensais en série à Philharmonia dans lequel il y a un crime. Moi j'ai travaillé sur The Eddy, la série de Damien Chazelle, où il y a un crime qui est venu là comme ça de la part de Netflix un peu au dernier moment pour mais en série encore plus dur, je pense, pour dynamiser une intrigue. Voilà, alors que bon, t'es sur un club de jazz, pourquoi il y a un meurtre, pourquoi il y a des problèmes de drogue, et que ça c'est problème de drogue. Moi je peux t'expliquer pourquoi. Non mais problème de drogue, là je parle de Brett Hill. Non mais je veux dire, tu pourrais avoir des histoires genre le mec il a un club de jazz, il galère à le maintenir ouvert. Pour moi c'est déjà un enjeu suffisant. Mais c'est censé être l'histoire, mais il faut qu'il y ait un crime. 5 saisons avec un gars qui ouvrirait un resto aux États-Unis là. The Bear. Tu parles de The Bear, bah oui. Non, mais du coup ça suffit. Bah oui, comme ça suffit. Mais bon ça, les gens ont un peu du mal à le penser. En France en tout cas c'est compliqué. Il y a un dernier angle qui m'intéresse et qui franchement j'ai envie de mourir en disant ça, mais c'est que souvent les films qui parlent d'un musicien, clairement, ce musicien, c'est un peu un double du réalisateur. En tout cas, une espèce de truc, artiste en miroir de la création cinéma. Bah oui, les gars, c'est la partie un peu... De figure fantasmée. Bah oui, mais il y a un délire un peu d'ego trip, mais c'est quand même quelque chose, je pense, qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres. Je sais pas s'il y a ça dans Deux pianos, mais en tout cas, je l'ai pas ressenti moi. En tout cas, tu l'as pas ressenti. Je pense que ça se ressent peut-être plus dans des films avec des personnages qui sont en lutte contre des maisons de disques ou contre le pouvoir, et que du coup le réalisateur se projette un peu là-dedans. Lui, il a l'art et puis il est contre. Voilà, tout le reste du monde du cinéma qui n'a que les enjeux financiers. Je pense que c'est peut-être plus dans ce genre de film qui
qui peuvent un peu se projeter comme ça en miroir, je sais pas. Dès que tu mets en scène quelqu'un qui a un acte de création, je pense que le réalisateur ou la réalisatrice se sont obligés quand même de se comparer ou essayer de faire passer quelque chose de sa propre vision dans ce personnage-là. Mais en tout cas, dans le film de Desplechin, j'ai pas vu à un moment donné, ni dans le personnage de Charlotte Rampling, ni dans le personnage de François Civil, un double de Desplechin, alors que pour le coup, des doubles de Desplechin, il en a fait de manière officielle pendant des dizaines et des dizaines de films, quoi. Est-ce que oui, tu voulais dire un truc? Je veux dire, tu vois, c'est rigolo parce que ils font passer effectivement un peu de leur vision de la chose et de la création, et en fait tous finalement s'accordent, et on en revient ce que tu disais, Charlie, de la création comme un truc de souffrance et de machin. Et en fait la réalité c'est que non. Enfin, je veux dire, tous ces réalisateurs là, je pense qu'ils souffrent pas quand ils font leur film. Enfin, ou peut-être ils sont bouleversés par certains trucs. C'est peut-être pour ça que c'est pas assez bien. Mais non, mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même effectivement ce truc d'érotisation presque de la souffrance dans l'art, qui en fait justifie quelque part après derrière les abus et les machins et les trucs. Enfin, c'est un petit peu de système qui se mord la queue. Mais ça, il y a des séries ou des films qui en parlent, parce que c'est le sujet de Tar, c'est la série Mozart in the Jungle. Enfin, il y a pour le coup qui parle vraiment de ça. Oui, après, je pense que c'est pas une vision qui est, enfin, je pense que c'est pas ce que vous dites non plus, mais c'est pas une vision qui est générée par le cinéma. Enfin, cette histoire de l'artiste maudit, et que c'est comme ça qu'en fait on arrive à. Non, mais le cinéma l'utilise et la met en valeur à travers des récits qui, on va dire, poursuivent ce, tu vois. Poursuivent cet imaginaire collectif qui en fait fait vendre des disques et alors, enfin, et toute une industrie en fait. C'est comme ça que ça se fait. Moi, je pense que c'est un complot. Que l'industrie de l'intérieur veulent vendre ce truc-là, moi je le comprends, tu vois, c'est mercantile machin. Mais que le cinéma qui a un regard un peu extérieur sur les choses, en fait, épouse complètement ce truc-là, et qui est pas, je sais pas, 5-10 films qui se positionnent autrement, j'avoue que je trouve ça fou. Enfin, parce que je peine à en trouver, franchement. Moi, j'allais dire, j'ai Sing Street, donc que nous a mentionné un de nos auditeurs, je me souviens pas hyper bien ce que autrement que par la souffrance. Ouais, mais justement, je pensais à Sing Street. J'ai pas un souvenir extrêmement précis du film, mais j'ai de mémoire. C'est pas complètement de la souffrance, c'est-à-dire qu'il a quand même des problèmes avec sa famille. Oui, mais c'est plutôt un échappatoire. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est soit l'un soit l'autre, c'est soit un échappatoire, soit un fardeau. C'est-à-dire que moi je pense à un film justement qui présente pas ça de cette manière, mais qui reste quand même dans un truc de le musicien comme inadapté social, tu vois, et de manière très claire. C'est Novecento de Giuseppe Tornatore qui adapte le bouquin d'Alexandro Baricco, Novecento pianiste, avec Tim Roth qui est génial dedans, et qui raconte voilà ce pianiste de jazz qui est né sur un paquebot et qui va faire que des traversées en fait sur ce paquebot, et qui va être le pianiste de jazz du paquebot pendant toute la vie du paquebot, et qui est le meilleur pianiste du monde, mais sauf qu'en fait il est jamais descendu sur terre, donc il faut que les gens viennent le voir sur le paquebot. Enfin, il y a tout un truc qui est assez intéressant, et c'est exactement ce type qui vit dans son petit monde très très inadapté social, et qui du coup arrive pas à vivre dans le monde normal, et qui est un génie, et qui voilà, c'est l'Albatros de Baudelaire en fait, mais qui est un peu qui est un film qui est plutôt pas mal d'ailleurs en réalité, mais qui est un peu un twist, je dirais, par rapport à la souffrance, parce que lui il souffre pas, lui il est grave content d'être là, tu vois, mais il y a quand même toujours un peu ce truc de mais c'est un inadapté quand même, il peut pas vivre dans le vrai monde qui est trop dur pour lui, tu vois, il y a un truc qui est un peu derrière ça, ce qui est un peu dommage, mais ça, il y a quand même des films qui arrivent à parler de ça de bonne manière. Oui, il y a quelques films qui sortent du cliché, mais malheureusement... C'est quoi les exemples justement que vous allez dire Oui, il y a un film totalement absurde, scandinave, qui s'appelle The Sound of Noise. Ah non, pardon. Et en gros, c'est des gens qui vont rentrer par effraction chez d'autres gens pour faire de la musique avec les éléments de leur maison, et ils sont poursuivis par un flic qui déteste la musique. Et je trouve ça trop bien. Ça a l'air incroyable. Parce que c'est vraiment une petite bande d'inadaptés sociaux, mais il y a pas ce truc de ils se saignent, il y a pas ce truc là, au contraire, il y a un petit jeu de chat et la souris avec ce flic là qui déteste la musique, qui est un peu drôle, et mais sans, tu vois, éluder le fait qu'ils sont tous complètement maboules et qu'ils ont une passion pour la musique qui font qu'ils sont capables de rentrer chez des gens qui sont partis faire promener leur chien, ou ils vont chez le dentiste, et pendant que le mec est en train de se faire il remplace le dentiste pour pouvoir faire de la musique en fait avec tous les éléments, et c'est trop bien. Les sons sont la musique qu'ils produisent avec ça est vraiment vraiment bien. Faut pas oublier que dans les pays scandinaves il y a des niveaux de dépression qu'on n'imagine pas. C'est vrai. Ils sont quand même très bizarres. On les aime, mais j'ai cru que t'allais parler d'un autre film, mais qui est pas du tout scandinave, qui se veut avec des personnages islandais, mais qui est complètement américain. C'est Eurovision Song
Song Contest. Ah oui. Pure parodie, mais pareil, je crois, dans mes souvenirs, c'est vraiment genre des musiciens passionnés, premier degré, qui veulent vraiment gagner l'Eurovision, mais il n'y a pas toute cette noirceur autour, quoi. Mais parce que ce truc de réussite et de volonté de réussir et de volonté de faire un truc qui va marcher, qui va plaire aux gens, c'est vraiment pas un truc français. C'est-à-dire que je trouve que c'est une position très ricaine. Nous, en France, vraiment, on a du mal avec l'idée que réussir, ça puisse être un objectif. C'est ça qui est marrant, c'est que réussir, il n'y a pas beaucoup de gens où, à part si c'est une réussite purement artistique. Mais genre le truc de, gagner un concours, moi je m'en fous, je veux gagner le concours de l'Eurovision. En fait, tout le monde te prend pour un gland, quoi. Ouais. Et personne va te prendre au sérieux. Le nombre de films qui sont sortis ces dernières années où t'as quelqu'un de banlieue qui a un talent vaguement artistique, qui est aidé par quelqu'un de bourgeois à être le meilleur du concours d'éloquence, de violon, d'opéra, de machin. Ça, c'est un délire de white savior. Enfin, c'est intermédiaire. T'as pas un film comme ça sur une meuf issue de quartier populaire qui veut devenir chef d'orchestre là. Maestro, non, c'est pas. Non, c'est pas Maestro. Ça y est, on a ouvert un vortex là. Je sais pas si c'est un autre truc. Ou du violon, je sais pas. Je vois très bien de quoi tu parles. Non. C'est Divertimento. Ces films sont tellement interchangeables. T'as raison. On a mis 10 ans à le trouver. Ouais, exactement. Bon bah voilà, en fait, on veut des films avec des personnages qui ont des enjeux liés à la musique et pas des problèmes externes ou des problèmes perso et internes. Parce qu'il y a des tas de musiciens qui sont bizarres, mais qui sont des gens bien et qui vivent normalement. Oui, puis qui ont des familles. Moi, les films dont je parlais, je radote toujours le même réalisateur, mais dans tous les films de Michael Hirst, tous les personnages sont musiciens ou un groupe de rock quand ils étaient jeunes ou moins jeunes, etc. Ils ont tous un métier à côté, ils travaillent en bibliothèque, à la piscine municipale, peu importe. L'enjeu dans leur vie, c'est d'enregistrer de la musique ensemble, de faire des albums qui marchent ou qui marchent pas. Mais c'est pas des gens torturés, c'est juste que leur kiff dans la vie, c'est de faire de la musique ensemble parce qu'ils se connaissent depuis le collège ou depuis le lycée et que toute leur vie, ça va les poursuivre. Mais c'est pas un enjeu dramatique. Oui. Tu vois, c'est juste un choix de vie ou un choix de kiff, tout simplement. Et si je peux terminer là-dessus, parce que ça va être mon petit énervement, c'est qu'en plus, les musiciens torturés, notamment dans les séries pour ados, c'est vraiment le trope toxique de il y a toujours ce mec un peu sombre qui fait de la guitare, un peu bad boy, mais il écrit des trucs un peu tristes et où toi, genre ado, fille, on te dit t'as vu comment il est un peu cool et un peu bad boy, mais en fait il souffre et il fait de l'art. Mais surtout le vrai problème dans ces films et séries là, c'est pas les musiciens en eux-mêmes, c'est les gens autour, dans ceux qui sont complètement débiles. Enfin, t'es face à quelqu'un qui a décidé de consacrer toute sa vie à la musique et tu t'étonnes que tu n'as pas pu assister à la remise de prix de ma fille, je ne t'aime plus. C'est genre bah oui, c'est mon rêve en fait, je te l'ai dit depuis le début. Enfin, genre je comprends pas trop ce genre de réaction et souvent c'est ça qui rend ce genre de film un peu frustrant, c'est que les personnages à côté de ces musiciens passionnés sont bêtes en fait. Enfin, tu vois, genre c'est évident ils comprennent pas qu'ils ont des problèmes. Ouais, enfin, ou qu'ils ont une passion. Et tu vois, enfin moi genre je vis avec des gens qui savent que ma passion elle va prendre le pas sur plein de choses, que des fois je vais annuler des cafés avec des potes parce que j'ai tel ou tel rendez-vous avec tel ou tel prod machin et c'est ok. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin de se justifier pendant 10 ans et de faire une scène où on va se jeter des assiettes comme ça. Ça c'est un autre problème. On pourra faire un focus sur les gens qui jettent des assiettes un jour parce que c'est un autre problème du cinéma et particulièrement français. Mais voilà, on a fini avec ce focus. N'hésitez pas à réagir, à nous donner votre avis et peut-être des recos. On est très chaud de recos qu'on n'aurait pas dit de films qui effectivement évitent ces clichés. Et c'est tout de suite l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et on commence tout de suite avec toi, Laurent, qui va nous parler de Marcel et Monsieur Pagnol. Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chaumet, qu'on connaît pour les triplettes de Belleville. L'animation. C'est quoi? Ah oui, parle-nous de SCH, s'il te plaît. SCH, mon Dieu. Et c'est donc un film d'animation biopic de Marcel Pagnol. Et moi, je trouve que c'est un film assez joli, qui a pas beaucoup de prétentions. On voit en fait que Sylvain Chaumet, c'est quand même pas un branquignol et que en termes d'animation, c'est quand même assez solide. En tout cas, surtout en matière, je trouve, en termes de décor, visuellement, il y a vraiment des très 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 beaux passages. L'animation est très bien faite, mais je veux dire sans virtuosité. On recherche pas à en faire des caisses, mais ça reste parce que c'est bon. En plus, c'est des personnages réels, etc. Donc on va pas non plus faire n'importe quoi. Mais c'est un film qui est visuellement très joli et qui raconte l'histoire de Marcel Pagnol, un auteur en fait qu'on a un peu que je trouve on a tendance un peu à oublier, en tout cas, alors que ça reste très adapté quand même.
il est très réadapté, et pas tant que ça. En réalité, quand même, de temps en temps, on te ressort des gloires de mon père ou des. On a quand même eu ou des trilogies marseillaises. Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil qui imitait l'accent marseillais régulièrement ces derniers temps. Non, mais d'ailleurs, en général, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est d'ailleurs souvent un peu des délires de réal, un peu nerd, qui kiffent bagnole et qui veulent refaire le même, mais je veux dire dans le sens où on se rend pas tout à fait compte à quel point c'est un personnage qui est vachement intéressant parce que il vient pas d'un milieu social extrêmement favorisé, il a quand même fini à l'Académie française, il a fait des cartons absolument impossibles, et c'est moi ça marche sur moi parce que je trouve qu'il a une histoire assez touchante, qu'il arrive quand même pas mal de tragédies, et que justement c'est ce personnage qui va essayer de toujours faire de l'art et d'essayer d'être pertinent vis-à-vis de son époque, etc. Fait de manière, je trouve, assez touchante dans cet univers qui, moi, me parle parce que c'est tout ce cinéma-là, en fait, des années 30, 50, méridional, etc. C'est un truc qui me touche. Et donc, je trouve que c'est assez bien fait et assez intéressant. Ça n'a pas beaucoup d'ambition. C'est pas un film d'un point de vue cinématographique qui c'est particulièrement extraordinaire, avec une narration particulière. Ça a beaucoup de défauts de biopic qui vont du berceau jusqu'à la tombe. Donc c'est pas non plus un grand film, mais c'est assez joli. On sent vraiment l'amour de Sylvain Chomet pour toute cette époque, tous ces personnages et tout ce qu'ils ont fait. Ça reste pour moi réservé aux gens vraiment que ça intéresse, parce que ça reste quand même un film. C'est même pas pour les boomers, en fait. C'est genre pour les gens de nos grands-parents, quoi. Donc des gens qui sont potentiellement décédés aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour les très très vieilles personnes, avec des vannes qui à mon avis ne fera rire vraiment plus personne. Mais dans l'absolu, tu vois, il est allé au bout de son truc et je trouve ça assez respectable. C'est un film que j'ai trouvé assez sympathique. Et il a rien fait depuis Les Triplettes de Belleville ? Si, il a fait d'autres trucs dont j'ai oublié le nom. Il a collaboré sur une scène des Simpsons. Il a fait l'animation d'une scène des Simpsons. Oui, j'ai vu. Il a fait, j'ai oublié un peu, mais il a fait quelques autres films. Mais je crois que ça fait quasiment 10 ans qu'il a pas fait de film. Et surtout écouter la chanson de SCH. En vrai, elle n'est pas dans le film. Dieu merci. Sacré au film. Manon, de ton côté, tu as une contre-reco qui est The Chronology of Water, le premier long métrage de Kristen Stewart. En sachant que, pour ma part, j'avais vu son court métrage qui s'appelait déjà Chronology of Water. Ouais. C'était déjà pas bien. Ouais. En fait, ça m'embête un peu de tirer sur ce film, mais moi je crois que je commence à en avoir un peu assez de ces films et séries qui chargent les personnages féminins de tous les traumatismes, de toutes les violences. Et alors elle est musicienne. Non, elle est autrice. Non, disons plutôt qu'elle se soigne via l'écriture. Oui. C'est la dernière descendante du diable. On peut pas en vouloir à Kristen Stewart parce que c'est une adaptation, donc c'est pas elle qui a écrit ce scénario-là. Elle a choisi de l'adapter. Elle a choisi de l'adapter. Et en fait, je pense qu'elle voulait, je crois qu'elle a dit en interview qu'elle pensait que son film aurait une mauvaise réception. Je pense qu'elle avait envie un peu de choquer avec ce film. Et en fait, le film est plutôt bien accueilli, mais peut-être de façon un peu tiède. Et c'est peut-être la pire réception pour ce genre de film. Mais voilà, moi, ces histoires absolument dramatiques de femmes qui ont vécu toutes les violences du monde. En plus, là, c'est mis en scène. Enfin, je vois ce qu'elle a voulu faire. Je pense qu'elle a voulu un peu faire un truc de mémoire traumatique, donc des fragments qui lui reviennent comme ça. Mais je crois que le film il dure 2h45 de mise en scène très arty comme ça. C'est que des 2h45 pour un premier film, c'est osé. Hein. Et elle a recoupé, je crois, depuis son montage, depuis le film présenté à Cannes, elle a recoupé. Donc peut-être il fait un peu moins, peut-être 2h30. C'est méga long et c'est que des espèces de petits. On me dit 2h08 la version qui est sortie en salle, donc ça a été pas mal coupé. Ok. Moi, j'ai vu une version plus longue, c'est sûr. Avec Imogen Poots. Et qui est bien, mais voilà, elle est dans une espèce de transe, voilà, comme ça, pendant plus de 2 heures. Et puis, c'est très arty, c'est très... Et voilà, et moi, ça m'a genre vraiment juste gavé, quoi. C'est au bout des 2 heures, ça devient presque irregardable. Et voilà, moi, j'aimerais qu'on puisse un peu avoir des histoires où je dis pas qu'il faut pas montrer ces violences-là, mais je sais pas, essayer de montrer une forme d'espoir, quelque chose. Et en ce sens, j'ai une autre reco. Je compare ce qui n'est absolument pas comparable. C'est juste le thème qui est un peu commun. C'est un documentaire qui est sorti sur France Télé Slash qui s'appelle Sœur. Oui. Vraiment filmé par une meuf vraiment avec... qui vient de sortir. Ça vient de sortir, là, ouais. Elle a pas de moyens. C'est vraiment son caméscope. Et en fait, sa petite sœur a vécu le pire. Elle a été embrigadée dans une secte en Inde. Elle a vécu des violences physiques, sexuelles, tout. Enfin, c'est l'horreur. Elle rentre en France et donc sa sœur se sent complètement impuissante. Sa grande sœur, elles sont très proches et donc elle filme sa reconstruction. C'est vraiment de briquet de broc. Voilà, c'est un peu des babas cool. Donc ça passe aussi par danser pieds nus dans l'herbe
il se dessinait des soleils sur le visage. Ça arrive parfois en Inde. Hein. Mais je trouve que c'est hyper touchant et c'est vraiment tourné vers l'espoir, sa reconstruction. Ouais. Elle passe beaucoup de temps en hôpital psychiatrique, elle va très très mal, mais du coup sa sœur lui donne sa caméra pour qu'elle filme elle-même. Donc c'est pas du tout voyeuriste. Enfin, c'est assez voilà. Et moi c'est plutôt ce genre de récit que j'ai envie de voir que Chronology of Water qui m'a genre étouffée. Et que tu nous déconseilles. Et toi, Alban, t'as une reco pour finir. C'est un documentaire qui s'appelle Et la Viva. Tout à fait, un documentaire d'un monsieur, on va dire plutôt chevronné dans le cinéma documentaire qui s'appelle Abraham Segal, qui est quand même un monsieur assez âgé, qui a une bonne vingtaine de films derrière lui. C'est un documentariste qui a beaucoup travaillé sur les écritures, notamment les écritures saintes de différentes religions, et qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, c'est un film plus terre à terre, j'allais dire. Non, en fait, c'est Abraham Segal, il part souvent avec sa caméra, il fait des sortes d'enquêtes. Donc, il va voir plusieurs gens dans plusieurs pays, plusieurs endroits. Et là, il s'interroge, c'est un peu philosophique, mais ça l'est pas vraiment dans le film, sur les forces de vie, les forces de mort, en gros, dans le monde. C'est-à-dire, il va à Calais pour voir un centre d'accueil de réfugiés, puis il va voir des militants pour la cause écologiste, où il va voir toutes ces formes de résistance, en fait, sur des combats précis, et il donne la parole aux gens sans forcément émettre de jugement ou de jugement de valeur, juste il leur donne la parole, et dans la manière dont il juxtapose en fait ces histoires et les différents champs de combat dans lequel sa caméra intervient, il essaye de regarder le monde à travers ses yeux, et je trouve que c'est assez fascinant cette forme de cette vitalité qu'a le regard de cet homme qui est pas tout jeune sur le monde qui nous entoure, et sur en même temps l'actualité de son discours et de la manière dont il s'empare de la caméra pour en faire quelque chose de très vibrant. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez touchant. La seule critique que je vais pouvoir émettre sur ce film-là, même si c'est vraiment une reco, c'est que justement cette enquête-là est matérialisée par un personnage de jeune fille qui va de ville en ville et d'endroit en endroit, qui est pas forcément utile et qui apporte pas énormément de choses au récit. Mais voilà, je trouve que c'est un réalisateur qui a énormément d'humanité, qui se pose énormément de questions. Et on sent qu'il prend plaisir à faire du cinéma et essayer de répondre à ces questions à travers ses films. Donc je vous encourage à aller voir Et la Viva de Abraham Segal, qui est sorti aujourd'hui le 15 octobre. Oui, alors donc Et la Viva est au cinéma en ce moment, comme Marcel et Monsieur Pagnol, comme Chronology of Water qu'on vous déconseille, et Sœur est disponible sur France Télé Slash. Et on termine évidemment avec une carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Félix, aujourd'hui, tu es très en colère contre le cinéma bourgeois. Ouais, j'allais pas rater la sortie d'un nouveau film d'Arnaud Desplechin sans ouvrir ma gueule. Et surtout, avec la sortie récente de Valeurs sentimentales il y a quelques semaines de Joachim Trier, qu'on a ici, comme dans d'autres médias d'ailleurs, traité de film bourgeois, j'ai voulu m'intéresser à cette notion et ce qu'elle voulait dire pour moi. Et je précise pour moi. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de cette critique, répliquant que les bourgeois ont le droit, au même titre que les autres, d'être représentés au cinéma. Et plot twist, rassurez-vous, posez vos couteaux d'argenterie, je suis complètement d'accord. La question, c'est pas qui on filme, mais comment. Et c'est pour ça que je préfère plutôt de parler de regard bourgeois plus que de cinéma bourgeois. Parce que c'est une façon de voir et de penser le cinéma partagée autant par les réalisateurs que par l'industrie, les spectateurs et nos amis les critiques. Alors déjà, il est important de rappeler, je pense, que le cinéma à la base, c'est quand même un art profondément populaire, né dans les foires et donc méprisé des classes dominantes bourgeoises. On en a un peu parlé pendant cette émission. Mais au fil du XXe siècle, en pleine crise de puberté, le cinéma s'est anobli. Il a emprunté les codes des arts majeurs, donc la littérature, la peinture, la philosophie, pour grimper dans la hiérarchie culturelle. Sont alors apparues la notion d'auteur, les références savantes, les dialogues littéraires, les réflexions méta sur le cinéma lui-même. Résultat, un art plus sophistiqué, plus riche, mais aussi plus hiérarchisé. À mesure qu'il s'élevait, et avec l'apparition d'institutions comme les festivals, le cinéma a exclu les formes jugées trop populaires, pas assez artistiques, bref, trop proches de la foire dont il venait. C'est un peu comme ton pote Hippolyte qui a fait 2 fois le Bercy d'Orelsan tout en t'expliquant que Penel ou Joule, c'est pas de la musique. Mais alors c'est quoi concrètement le cinéma bourgeois ? C'est un peu compliqué à définir. Si je schématise, j'ai envie de vous répondre que c'est un cinéma qui fait semblant de montrer la complexité du réel tout en s'en tenant drastiquement à distance. Et donc quand ce cinéma parle de l'intime, il le fait quasiment systématiquement à travers des filtres théoriques. Il use d'un symbolisme pompeux dans les récits et les visuels. Il emploie des problématiques psychologisantes dénuées de réalité sociale, matérielle ou économique parce que le bourgeois, il aime bien essentialiser. Il applique une mise en scène qui valorise la distance entre le spectateur et l'action pour favoriser le regard critique, comme s'il fallait analyser un film en le regardant. Il emploie des dialogues surécrits parce qu'il sait pas trop s'il veut raconter une histoire ou gagner le prix Goncourt. Et surtout, il tartine un discours méta sur l'art comme pouvoir salvateur de la société, ou je sais pas quelle autre connerie qui fait bander la bourgeoisie. En gros, les émotions ne suffisent pas. Il faut leur donner un sens. C'est le cœur du regard bourgeois, la conviction que l'art doit être analysé plus que vécu.
Et c'est à ce moment que la carte blanche va devenir un peu pédant et intello-bourgeois, c'est une mise en abîme en fait, et qu'on va se mettre à citer des anthropologues et des philosophes comme Claude Lévi-Strauss et son concept de culture chaude et culture froide. Strauss distingue deux cultures, la culture chaude, participative, émotionnelle, et la culture froide, distante et analytique. La première engage le corps, la voix, la réaction immédiate, l'immersion totale du spectateur. L'œuvre n'a pas besoin d'être déchiffrée, elle se vit plus qu'elle ne s'analyse. C'est tous les mouvements hip-hop, c'est aussi le cinéma populaire, de Chaplin à Spielberg, en passant par Almodovar, mais c'est aussi une affaire de territoire, parce que Bollywood ou le cinéma hongkongais des années 90 répondent complètement à ces préceptes. La seconde, la culture froide, beaucoup plus européenne, privilégie la retenue, la subtilité, le silence. Elle engage l'intellect, le cérébral. Elle suppose un capital culturel, il faut avoir les codes, les références, sociaux, politiques comme artistiques. Et c'est là que s'inscrit le regard bourgeois, dans la maîtrise de soi, dans la distance élégante face à l'émotion, dans son attitude contemplative. Et là, je vais continuer à faire mon petit connard et citer Bourdieu. La contemplation est une forme de capital symbolique. Je contemple, donc je comprends, je ne réagis pas, j'analyse. Quand le cinéma devient un art reconnu, une partie de la production adopte ce même rapport contemplatif presque muséal, aussitôt applaudi par les festivals et les critiques parce que ça fait chic. Sauf que cette approche agit beaucoup plus comme un signe social qu'un gage de qualité artistique. Elle manifeste la capacité à dominer ses affects, à se distinguer des émotions immédiates jugées vulgaires. Et c'est tout le problème. En sacralisant l'art comme un exercice intellectuel, le regard bourgeois n'a qu'une seule visée, la distinction sociale. Après, attention, il y a énormément de films contemplatifs que j'adore et je trouve que certains peuvent offrir une véritable expérience métaphysique aux spectateurs. Ce qui m'agace, c'est d'entendre des critiques, des producteurs ou des réalisateurs émettre une hiérarchie entre Tarkovsky et Carpenter, par exemple. Comme si l'un, parce qu'il correspond aux critères bourgeois d'évaluation artistique, était supérieur à l'autre, qui n'a qu'un simple spectacle viscéral à proposer. C'est profondément stupide, en plus d'être méprisant. Bref, c'est de la pure distinction de classe. Et le souci, c'est que dans nos institutions, les festivals, le CNC, le petit milieu du cinéma français, on utilise beaucoup ces critères bourgeois pour juger artistiquement les films et décider quel projet mérite de voir le jour et d'être mis en avant. Et tout ça dans un profond mépris pour le public, parce que le cinéma bourgeois est un cinéma qui renie le principe même de collectif par son approche théorique. Et c'est ça, je crois, qui m'agace le plus. Il y a rien de plus. En fait, on peut plus rien partager avec les spectateurs. Parce que tout se fait silencieusement dans la tête de chacun. Regarder un film, c'est plus vibrer ensemble, c'est penser seul parmi les autres. C'est un cinéma qui est très individualiste. Or, à l'origine, la beauté du cinéma, pour moi, réside dans le collectif. Je pense qu'il n'y a pas plus belle expression de l'art qu'une salle hétérogène qui vibre ensemble au gré des images qui se succèdent à l'écran. Et au vu de la santé catastrophique de nos salles de cinéma, il serait peut-être temps de remettre le 7e art là où il est le plus pertinent, dans sa foire, au sein de la communauté. Et bah ouais, on a tellement envie de voir des films ensemble et de vibrer tous ensemble. C'est vraiment pas ce qu'on a fait cette semaine. Non. Il y a eu plein de petits recos. Il y a eu plein de petits recos, c'est vrai, c'est chouette. On vous dit à la semaine prochaine en espérant que les sorties seront meilleures. Bonne semaine à vous.